Bienvenue à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, je suis Nicolas Stockel, la société Adinvest. On est là ce matin pour débattre et discuter et vous présenter quelques éléments concernant la responsabilité sociétale des entreprises au sens large, avec quelques éléments intéressants qui doivent vous permettre d'y voir un petit peu plus clair chacun dans vos entreprises. On a voulu ce format assez interactif. On a avec nous ce matin deux personnes qui ont accepté de témoigner, que je vous présenterai juste après par rapport à leurs entreprises. Avant de commencer, donc, je vous propose, mais je vois que tout le monde l'a fait, de garder vos micros fermés juste pour éviter les parasitages et les effets Larsen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là pour ça, on les récupère et puis on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation, pour que vous puissiez avoir les réponses. On fait cette matinée aujourd'hui en collaboration avec le pôle de compétitivité Polmer Méditerranée, dont nous avons au moins deux représentants ce matin. J'ai vu Christian Planès. Bienvenue Christian, merci. Bonjour à tous. Et Ève Raymond. Donc Christian, avec qui je collabore depuis 2 ans maintenant à peu près. Et puis, 3 ans, ça passe vite, hein? Ouais, c'est ça. Et Ève, avec qui pas. nous travaillons aussi en collaboration sur les sujets d'export. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont intéressés sur ce sujet-là. Je vous propose, donc dans un premier temps, Christian, si tu veux dire un mot sur le Polmer, en une minute ou deux, un petit peu ce que vous faites, votre vocation aujourd'hui, pour que les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui ne connaissent pas le pôle sachent de quoi il s'agit. Ok, donc je vais être plus synthétique que ça parce qu'en fait, l'invitation avait été envoyée. Donc c'est un événement. Bonjour à tous, donc déjà. Et puis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Juste pour vous dire que bon, c'est le pôle mer Méditerranée en partenariat avec Adinvest qui organise cet événement. Puis nos deux témoins aussi. Le pôle Méditerranée, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pôle de compétitivité qui aujourd'hui regroupe 480 adhérents autour des thèmes du marché. Qui c'est qui m'a parlé? Ah d'accord, ok. Vas-y. La dame qui me parle en anglais en plus. Donc oui, c'est un pôle qui regroupe 480 adhérents autour de toutes les activités maritimes, autour de 6 domaines d'activité stratégiques qui vont de la défense, sûreté, sécurité jusqu'à l'éolien offshore flottant, en passant par le port, la logistique, les énergies renouvelables, la biodiversité, l'environnement. Je le fais court. Je veux dire, si vous avez des informations pour ceux qui ne connaissent pas, vous voulez plus détailler, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. L'objectif du Polmer Méditerranée, c'est d'aider les adhérents, d'aider ses membres à croître et à développer leur business au travers de l'innovation. Donc, l'innovation, c'est le fer de lance du Polmer Méditerranée. On est vraiment dans ce créneau-là. Donc, c'est un pôle qui a été donc, créé en 2005 par l'État, qui a la possibilité et l'autorisation de délivrer un label d'innovation qui garantit en fin de compte au travers de l'œil d'un comité d'experts que les projets innovants qui sont développés par nos adhérents sont des projets qui sont bons. Donc, on les accompagne avec ce label-là. Voilà, je ne vais pas les parler plus longuement que ça. Le Polmer, donc, on est là pour aider les adhérents. Vous avez une question quelconque sur vos activités, venez nous voir. Venez nous voir quelle que soit la question. Soit on a une réponse aujourd'hui qui est immédiate et on sait vous accompagner, soit on a un écosystème dont, par exemple, Nicolas Stockel Adinvest est un des membres qui pourra éventuellement vous accompagner dans toutes les questions que vous avez. Donc là, aujourd'hui, on est dans le RSE, donc un sujet qui est d'importance, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on en parle un peu partout dans le web et ailleurs. Donc, je vais me taire et laisser la parole à Nicolas qui va continuer. Merci à vous d'être là, présents. Ceux qui ne sont pas adhérents, venez nous voir si ça vous intéresse. Ceux qui sont adhérents, vous nous connaissez déjà. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon webinaire. Au revoir. Merci Christian. Alors, je vous parlais de témoins. On a deux personnes qui vont pouvoir apporter leur expérience et leur vécu sur ces sujets de RSE. Première personne, donc, c'est Anne-Sophie Cochelin. Bonjour Anne-Sophie, merci d'avoir spontanément accepté de venir partager ton expérience avec nous. Donc Anne-Sophie, si je ne dis pas de bêtises, tu es la directrice innovation pour EDF Région Sud. Transition écologique. Transition écologique, voilà, plus précisément. Je vais te laisser juste dire un mot. Je vais donc du coup en profiter pour
suivre ce qui se passe à côté, ceux qui nous rejoignent encore. Juste 2 minutes, te présenter ce que tu fais, ouais, je me présente. activités. Et puis, je te redonnerai la main tout à l'heure avec les 2-3 slides que tu m'as envoyés pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qui se passe chez EDF en termes de RSE. Ça marche. Bonjour à tous et merci Nicolas pour l'invitation. Donc effectivement, moi je travaille à la direction Action régionale d'EDF qui est située à Marseille, qui a pour but de fédérer toutes les activités d'EDF sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a 8000 collaborateurs EDF sur la région, de Marseille à Nice en passant par Gap. Et on a 22 business units. Et moi, je m'occupe sur le sujet de la transition écologique, de monter des projets qui vont répondre aux besoins du territoire et permettre de mettre en valeur nos activités métiers ou nos activités filiales. Et donc, je m'occupe essentiellement de développement de projets d'énergie renouvelable et de tout ce qui est décarbonation des usages, donc décarbonation des mobilités avec la mobilité électrique, mobilité hydrogène, décarbonation des industries, vous en avez sûrement entendu parler, et décarbonation des bâtiments. Et je travaille forcément avec mon correspondant local qui s'occupe de RSE et notre entité RSE qui est située à Paris, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. C'est exact. Merci. Deuxième témoin. Donc, alors là, vous avez pour le coup la vision d'un grand groupe, même si on a une activité qui est régionale. Et puis, de l'autre côté, je voulais avoir quelqu'un qui est dans une structure plus petite, probablement aussi tout aussi efficace, voire plus dans certains cas. Donc, c'est Thomas de la Chasse. Donc, Thomas, toi, ta société s'appelle Team Nature. Si tu es dans l'événementiel, je vais te laisser te présenter un petit peu ce que tu fais et combien de personnes vous êtes aujourd'hui, juste pour bien avoir le parallèle entre les deux volumétries et le fait qu'aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder concerne tout le monde. Ce n'est pas une question de taille. Bonjour à tous, merci beaucoup Nicolas pour ton invitation. J'en profite aussi pour vous souhaiter une super belle année 2023. Donc nous sommes Team Nature, créateurs engagés. Je suis le co-gérant avec Guillaume Cordeau de Team Nature. La société est assez vieille puisqu'elle a quand même 24 ans maintenant. On a récupéré cette société en plein Covid en décembre 2020. Enfin, fallait y aller pour de l'événementiel, mais bon, on n'avait pas peur. Et l'idée, ça a été de prendre complètement un virage. C'est écrit dans notre politique, donc de révolutionner le secteur de l'événementiel. Alors nous, on est vraiment dans une niche puisqu'on organise la partie activité, donc soirée, team building, incentive. Ça va de multi-activités type Koh-Lanta ou régate jusqu'à soyez leur propre chef, des choses de cuisine. Enfin, on essaie d'aller sur du créatif, comme de l'outdoor, comme beaucoup d'activités différentes. Et on a fait un grand virage début 2021 en proposant à l'équipe de révolutionner ce secteur et en passant la norme ISO 20121. Donc, c'est la seule norme qui, tous les ans, est auditée. On passe un audit tous les ans par l'AFNOR. Et c'est la seule norme qui existe en RSE sur le secteur de l'événementiel. Donc, on est très fiers d'avoir été les premiers prestataires d'activité en France à l'avoir. Et maintenant, on accompagne même des confrères, on aide des confrères et on les accompagne aussi pour la passer, pour aller dans ce mouvement de la RSE. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et ça a paru. C'est quelque chose d'assez important pour nous parce qu'il a fallu changer ce secteur-là où, à la base, on était plus sur des activités il y avait beaucoup d'yachtisme, il y avait beaucoup d'hélicoptères. Et là, nous, on a essayé de recentrer ça avec des dons à la fin, avec beaucoup de choses. Mais je pense que pareil, on en parlera un peu plus dans un second temps. On va y revenir assez vite, oui, tout à fait. Merci Thomas. Et encore merci pour ta présence ce matin. Merci à tous les deux. Ça fait très plaisir. Est-ce que vous voyez donc la première slide de notre support? Oui. C'est bon? OK, très bien. Donc, vous retrouvez les différents logos des gens avec qui on va travailler ce matin. Alors, c'est vrai qu'on est en présentiel, on essaye d'utiliser un peu moins les supports PowerPoint et d'échanger un peu plus. Quand on est à distance, c'est bien de pouvoir passer quelques infos et d'avoir ces supports-là. Et puis, je vous l'ai dit, tout ça sera enregistré, donc vous aurez accès à l'intégralité de ce qui s'est passé ce matin directement sur YouTube, sur la chaîne Adinvest. Alors, pour commencer, je vais faire de manière très égoïste, je vais parler d'Adinvest. Et en vous parlant d'Adinvest, j'ai avec moi ce matin 2 personnes de la société. Donc, Pascal Echardour, qui est cofondateur d'Adinvest et directeur général, à qui je vais laisser la parole quelques secondes pour se présenter. Et puis, Carla De Polière, qui est notre community manager, qui nous a rejoint en septembre en alternance, qui fait un travail que moi, je trouve super parce que je ne suis pas du tout un technicien de la com et je trouve que c'est quand même très appréciable d'avoir quelqu'un qui maîtrise ça. Donc, il va s'occuper ce matin de gérer vos questions et de pouvoir
nous assister là-dessus de manière efficace. Pascal, je te laisse la parole 2 minutes si tu veux voilà, rapidement te présenter et après on passera sur ce qu'est Adinvest. Oui, donc Pascal Échardon, je suis un des 4 cofondateurs d'Adinvest et Nicolas m'a invité aujourd'hui par rapport à mon expérience un petit peu sur le sujet donné et en particulier dans des contributions autour de l'Union européenne et de projets européens qui ciblaient l'approche et les problématiques d'approche de la RSE spécifiquement dans les PME. Donc voilà, je suis là un petit peu en ressources d'appoint, je vais dire, en complément et aussi pour répondre à vos interrogations qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Et bien, merci en tout cas d'être avec nous. Pour le coup, alors Pascal est habituellement sur Toulouse et là, on vous parle d'Avignon, tous ensemble. Donc, c'est toujours appréciable aussi de pouvoir se voir. Alors, allons-y, rentrons un peu plus dans les certaines précisions. Donc, la première chose que je veux vous montrer, qui est Adinvest, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Globalement, on a quatre éléments à retenir. On ne va pas tout détailler, mais Adinvest fonctionne comme une plateforme d'affaires privées à destination des dirigeants de PME, PME au sens large, hein, ça va de la start-up jusqu'à la petite ETI, et qui a pour vocation de pouvoir travailler et exploiter la notion de réseau pour développer du business. J'en dis pas plus pour ceux qui sont intéressés, qui veulent creuser un petit peu plus les choses, on pourra se reparler ultérieurement. Cette plateforme hébergera un certain nombre de choses, héberge déjà un certain nombre de choses. On est en train de développer la V2. Nous avons créé et développé un outil qui s'appelle Progress Software, qui est un outil d'aide à la décision stratégique pour le dirigeant et qui permet de piloter tout ce qui est non chiffré, j'allais dire. Donc, ce n'est pas un énième outil de pilotage de contrôle de gestion ou de tableau de bord, mais ça permet réellement de pouvoir mettre le dirigeant en questionnement et de l'aider à se projeter pour ses développements. Et ça s'applique à beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. C'est complètement paramétrable. Notre action, notre métier et ce qu'on fait aujourd'hui, Adinvest existe depuis 2009, au départ sous forme d'association, puis ensuite en société, et est basé sur une certification européenne qui s'appelle MentorCert, qui est calée sur la norme ISO 17024, qui est une certification que nous avons co-développée avec 6 pays partenaires et un certain nombre de partenaires du monde des affaires et de la formation, et qui a permis de cadrer aujourd'hui la façon dont nous approchons le monde des affaires et ce que nous souhaitons faire, et qui est reconnu aujourd'hui dans les 27 pays de l'Union européenne. Et pour terminer, depuis 2019, oui, donc, et avec le Covid aussi, Thomas, on a aussi eu cette chance, on est en développement beaucoup plus opérationnel et plus large, et on a notamment les premières présences dans un certain nombre de pays en Europe et hors Europe. Alors, je ne vais pas plus loin. S'il y a des infos, vous pourrez, effectivement, s'il y a des questions, vous pourrez les redemander ou les préciser ultérieurement. Qu'est-ce qu'on fait chez Adinvest? Donc, je vous l'ai dit, au bénéfice des dirigeants d'entreprise, on a un certain nombre de sujets qu'on a l'habitude de traiter, sur lesquels on a un certain niveau d'expertise. Stratégie de projet, recherche de fonds, recherche de partenaires, tout ce qui concerne les marchés export, et on en reparlera tous ensemble avec le Polmer dès jeudi matin. Les notions de croissance et de développement interne, externe, les sujets de cession et de transmission qui sont prégnants en France, certes, mais aussi dans quasiment tous les pays d'Europe aujourd'hui. Tout ce qui concerne aujourd'hui l'usage et l'implémentation de solutions numériques ou digitales. Et enfin, nous sommes organismes de formation agréés Calliope. Et à ce titre, nous proposons notamment à ceux qui le souhaitent de pouvoir suivre une formation de comment devenir business mentor, puisque c'est très clairement lié à la certification MentorCert. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui là pour Adinvest, je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout de suite repasser la parole à Anne-Sophie pour qu'elle nous parle rapidement en 2-3 slides de ce qui s'est passé chez EDF en termes de RSE. Oui, merci Nicolas. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas forcément les questions, mais Nicolas, tu pourras me les relayer. Moi, je voulais vous raconter d'abord comment on a établi notre stratégie RSE à EDF, parce qu'en fait, il y a eu tout un processus et qui est important à comprendre parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette stratégie RSE, elle est bien comprise par les collaborateurs. En fait, on a d'abord commencé par définir notre stratégie 2030. Ça, toutes les entreprises le font. En 2015, on a défini notre stratégie 2030, stratégie commerciale, stratégie industrielle, stratégie d'innovation, donc quelque chose d'assez classique que vous faites tous.
et qui est plutôt, on va dire, un travail top-down, où voilà, c'est des choses qui sont travaillées par les directions, par le comité exécutif, et on a établi comme ça notre stratégie. Ce qui s'est passé ensuite en 2020, c'est que notre PDG, à l'époque, Jean-Bernard Lévy, a décidé de définir la raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'était une décision très forte. Il a dit le groupe est immense, plus de 150 000 personnes si on prend l'ensemble des salariés dans le monde, avec des activités historiques sur le nucléaire, sur l'hydraulique, sur la vente d'électricité, mais aussi tout un tas d'activités nouvelles sur les énergies renouvelables, sur la mobilité électrique, sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc, il a décidé que nous devions tous ensemble définir la raison d'être de l'entreprise. Et ça s'est fait vraiment en bottom-up. C'est-à-dire on a fait des mois et des mois d'ateliers pour que tous les salariés puissent s'exprimer sur leur vision de l'entreprise, de ses valeurs, de sa mission, de ce qu'elle devait accomplir. Alors, on n'a pas tous travaillé pendant des mois et des mois, mais pendant des mois et des mois, il y a eu un tour de France qui a été fait pour que chaque salarié puisse s'exprimer en mélangeant les business units. Je vous disais, par exemple, dans la région, on a 22 business units. On ne les a pas fait travailler par business unit, on les a mélangés, ce qui fait que quelqu'un qui vend de l'électricité a échangé avec quelqu'un qui fait de l'ingénierie nucléaire ou encore quelqu'un qui est en train de développer un projet d'innovation sur le thème de la mer. Et tous ces salariés ensemble ont ont travaillé pour élaborer la raison d'être de l'entreprise, qui du coup est le slide d'avant, Nicolas, que je vais vous lire. Alors, comme toute raison d'être, elle a l'air indigeste, mais quand on la lit mot par mot, on la comprend. Donc, la raison d'être d'EDF, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Et dans cette raison d'être, en fait, vous retrouvez l'ensemble de l'entreprise. Vous retrouvez notre valeur fondamentale, qui est que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on travaille à produire une électricité avec le taux carbone le plus bas possible, notamment à travers l'hydraulique, le nucléaire ou les autres renouvelables, qu'on fait en sorte que tous nos projets ne viennent pas impacter négativement les ressources de la planète, et qu'on fait attention forcément à la fois au bien-être de nos salariés, de nos clients, de nos fournisseurs, tout en visant à faire du développement, parce qu'on est quand même une entreprise qui doit faire du commerce, on n'est pas une ONG. Et notre cœur de métier, c'est tout ce qui est basé sur l'électricité et les solutions à partir d'électricité. Donc, dans cette raison d'être, en fait, tous les salariés aujourd'hui se retrouvent, et on le teste régulièrement, puisque dans l'ensemble de notre animation managériale, on s'assure que cette raison d'être, elle répond bien aux attentes de tous les salariés. On l'a votée en Assemblée générale, on l'a intégrée à nos statuts, et elle irrigue aujourd'hui l'ensemble de nos activités. Et à partir de cette raison d'être, tu peux repasser sur le slide d'après, on a défini notre stratégie RSE et nos engagements RSE. Et quand on relit la raison d'être, je vous la redis, construire un avenir énergétique neutre en CO2, du coup, c'est le premier engagement RSE qui est en bleu, qui est de faire en sorte d'avoir des actions engagées vers la neutralité carbone et le climat. Suite de la raison d'être, en conciliant préservation de la planète, ça c'est notre deuxième engagement RSE, la brique verte, qui est que tous nos projets doivent avoir un impact minimal sur la biodiversité et les ressources de la planète. Ensuite, dans notre raison d'être, on parle de concilier bien-être et développement. Et là, ce sont les briques orange et rouge. Et je le répète, le bien-être de nos salariés, mais aussi le bien-être de nos parties prenantes, c'est-à-dire traiter de façon éthique et responsable nos clients, nos fournisseurs, faire tout un travail sur le droit de vigilance, faire un travail auprès des plus précaires. Et c'est un vrai sujet avec l'hiver qu'on est en train de traverser. Et puis, faire aussi du développement, parce qu'on est là pour faire du développement commercial, du développement dans les territoires. Ça, c'est un grand enjeu d'EDF. On est une boîte avec un siège parisien, mais qui est vraiment ancrée dans les territoires, qui cherche à faire du développement dans les territoires. Et puis, la fin de notre raison d'être, c'est l'électricité et les solutions et services innovants. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc, vous voyez, j'espère que vous l'avoir bien expliqué, à partir de cette raison d'être qu'on a fait définir par les collaborateurs, tout ça, de façon assez fluide, a défini nos 4 engagements RSE. Et donc, aujourd'hui, et je vous le dis, mais vous pouvez interroger des personnes d'EDF que vous connaissez, ces engagements RSE, ils sont du coup bien connus et les salariés se les sont bien appropriés. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on décide de se lancer dans un nouveau projet industriel, dans une nouvelle stratégie commerciale,
On prend le filtre de la raison d'être, on s'assure que ça répond bien à ce qui est dit dans notre raison d'être et du coup que ça répond bien aux 4 briques que vous voyez à l'écran. Donc voilà, la façon dont on a défini notre stratégie et nos engagements RSE me semble être une bonne façon pour engager les salariés et pour faire en sorte qu'ils passent à l'action et que ce ne soit pas du coup une stratégie purement théorique. Voilà, ça c'était pour la méthode. Et puis après, quelques illustrations. Qu'est-ce qui se passe en région sud, par exemple, pour animer ces 4 briques de l'engagement RSE? Il y a une première chose qu'on a mis en place qui s'appelle le Human Pact. C'est une plateforme qui permet à tous les salariés de s'engager dans le monde associatif. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas si vous savez, il y a à peu près 25% des salariés qui sont engagés dans le monde associatif. Chez EDF, c'est 43%. Donc, on sent une vraie appétence de nos collaborateurs pour s'engager dans le monde associatif. Et donc, Human Pact, c'est une plateforme qui recense tout ce qu'ils peuvent faire sur le sujet de l'éducation, de l'insertion professionnelle, de l'inclusion sociale, de l'environnement. Deuxième illustration, la semaine de l'engagement solidaire qu'on a réalisée en 2021 et qu'on va refaire en 2023, où en fait on a proposé à nos collaborateurs des actions sur les 4 engagements RSE. Par exemple, sur neutralité carbone et climat, on leur a proposé de participer à des fresques du climat. Sur bien-être et solidarité, on a participé à des actions Téléthon. Sur les ressources de la planète, on a fait des nettoyages de plages, où on a fait un challenge réutilise qui permet quand vous déménagez, par exemple, de ne pas jeter vos bureaux et vos chaises, mais de les réutiliser dans une autre business unit du territoire qui aurait besoin de ces matériels. Et puis, sur les jeunes et l'emploi, on a fait un challenge « Un jeune, un mentor » qui vise à mentorer des jeunes qui vivent dans les quartiers pour les aider à avoir une vue plus large de ce que peut être leur possibilité professionnelle. Et puis, dernier sujet, c'est le FAP. C'est un fonds qui a été créé au niveau national et qu'on décline dans les territoires et qui permet aux salariés de mettre une partie de leur intéressement dans ce fonds qui va permettre de mettre en place des actions pour l'emploi. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le but, c'est que les collaborateurs, ils passent à l'action. Notre stratégie RSE, ce n'est pas une stratégie dans le cloud que personne ne connaît, mais c'est une stratégie que les collaborateurs se sont appropriées et que régulièrement, on anime pour qu'ils puissent participer, s'engager et faire en sorte, du coup, que notre engagement durable sur le territoire soit le plus visible possible. Très bien, merci beaucoup Anne-Sophie, merci, c'est très clair effectivement et très parlant et ouais, c'est un point sur lequel on reviendra, le fait d'avoir des actions concrètes derrière. Voilà, effectivement, tu l'as bien dit, ce n'est pas quelque chose qui se balade dans un cloud, c'est quelque chose qui est opérationnel et qui vit au quotidien, ça c'est une très bonne chose. Thomas, dans la foulée, je te passe la parole et tu vas nous parler aussi un petit peu de ce que tu as fait, tu as évoqué tout à l'heure une norme ISO. Voilà, je te laisse nous développer ça, nous expliquer rapidement ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc voilà, je te mets le premier texte. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. C'est vrai que dans tout ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses qui mettre en confrontation une petite société avec un gros groupe. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, beaucoup de choses sur lesquelles on est totalement d'accord. Alors nous, un petit peu à moindre échelle forcément, mais que ce soit vos enjeux, on se retrouve totalement là-dedans. Donc comme je vous l'expliquais, nous sommes une société de prestataires d'activités, de cohésion d'équipe et organisateurs de soirées. On est vraiment sur ce poste-là. Et la RSE est devenue centrale. Alors, avant 2021, puisqu'on était depuis 2019, alors c'est vrai qu'avec ces années Covid, on est un peu perdu dans le temps avec les années, mais nous étions membres Global Compact, et nous le sommes toujours d'ailleurs, qui est le mouvement des Nations Unies qui s'articule autour de 17 objectifs de développement durable. Et je pense que tout le monde peut-être connaît à peu près ce mouvement. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être un peu utopique, mais en tout cas, on a vraiment envie de se lancer dans ce mouvement-là. Donc, Global Compact nous a permis déjà de commencer à créer des process et de commencer à toucher à notre chaîne de management. Et quand la décision a été prise de passer cet audit, il a fallu 1 an de travail autour de ce système. On a créé tout un nouveau système de management autour de cette norme ISO 20121. Alors, pas évident pour nous, je vous avoue, pour une petite société comme la nôtre. On était 5 en plus à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses grâce à cette volonté de lancer dans la RSE. C'est que la société s'est développée très, très rapidement l'année dernière, en 2021 déjà, pourtant année Covid, et beaucoup, beaucoup en 2022. Donc, il a fallu gérer cette activité croissante assez exceptionnelle
plus la mise en place de process et la mise en place de cette norme ISO qui est pas évidente à même déchiffrer pour nous, à déchiffrer. Donc, on s'est fait accompagner par une société qui nous a aidés pendant 1 an. Et on a vraiment changé de la toute petite pointe de départ jusqu'à l'organisation d'événements entièrement alors éco-responsables ou social ou bien sûr environnemental, soit l'un, soit l'autre, soit même les deux. La plus grande prouesse qu'on ait réalisée, c'était l'année dernière, donc ça c'était la grande fierté qu'on a eue. On a fait 1000 personnes sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes, sur une dynamique complètement RSE, où on avait une thématique qui était d'arriver sur l'île. Les 1000 devaient arriver sur l'île, et quand ils repartaient, l'île ne devait plus être la même. Donc on devait vraiment avoir une dynamique RSE. En fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que cette norme, elle s'articule sur le développement durable, donc faire tourner l'économie, l'environnement et le social ensemble. Et ça, c'est passionnant. Déjà, dans un premier temps, l'équipe en interne. L'équipe a été complètement fédérée à ça. Et alors, on a une équipe assez jeune chez Team Nature. Et c'est vrai que quand, c'est tout bête cette histoire, hein, je parle vraiment comme une petite société, mais quand ils allaient raconter leur boulot, on leur disait, ouais, en fait, un jour tu fais du bateau, le lendemain tu fais du kayak. Enfin, c'est facile comme taf. Et là, maintenant, avoir amené cette dimension RSE, bah, il y a une fierté en interne qui est assez forte. Et donc, ça a rajouté déjà ça en interne. Après, le bien-être, nous, tout s'articule autour du bien-être de nos salariés. Donc, on est passé de 5 à 12 maintenant. On a des nouveaux bureaux. On s'est installé maintenant il y a 2 mois à Sophia Antipolis, pareil, dans une grande logique bien-être. Tout est articulé autour de ça. Alors, c'est marrant, mais par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais les assises, il y a un billard, il y a des espaces vraiment de détente. On veut vraiment une ambiance très, très simple et marrant. On aime beaucoup rigoler chez nous. Mais ça va plus loin. Ça va jusque dans on a décidé, par exemple, avec nos salariés en juin dernier, où l'activité était vraiment trop forte et on sentait que c'était trop dur pour les équipes, d'arrêter la vente, ce qui était incroyable, de dire non, pour le bien-être et préserver le bien-être de nos équipes. J'avoue, je pars un petit peu dans tous les sens, mais l'idée, c'est vraiment ça. La raison d'être, je vais reprendre le mot d'Anne-Sophie, la raison d'être de Team Nature. Elle est écrite dans notre politique de développement durable, c'est ce que je disais à Nicolas. Je vous invite vraiment à aller voir notre site internet qui est là, vous voyez notre politique en flashant le QR code. Mais je vous invite à aller voir notre site internet, on parle de nos ODD, on parle de notre charte fournisseur, on parle de tout. Et notre raison d'être, nous, elle est assez ambitieuse, mais on en est assez fiers. On a pour ambition donc, de révolutionner le secteur du team building et d'incentive en proposant un événementiel engagé dans une démarche de développement durable qui s'appuie sur nos valeurs d'humanisme, d'engagement, de créativité et de dynamisme. Ce sont nos 4 valeurs, en fait, qui sont regroupées chez Team Nature. Donc voilà, on va en fait de l'achat de notre support nutritionnel français, plus de plastique, à ça, jusqu'à la plus grande volonté de Team Nature, c'est devenir les leaders de l'événementiel activité engagée. Comment il faut changer les mentalités. Alors, on est à peu près maintenant sur 40% des projets qui arrivent, donc des demandes que l'on reçoit, demandent une dynamique RSE, entre 40 et 50%. Maintenant, tous les groupes, on travaille beaucoup avec justement EDF, avec des grands groupes comme des petites sociétés, tout le monde va vers cette dynamique RSE. Donc, c'est très important pour tout le monde. Tant mieux que ces politiques soient là. Et je pense qu'on répond à un besoin important d'organiser maintenant ces activités, ces séminaires autour d'activités engagées. Donc, on est basé dans la région PACA. Par contre, c'est vrai que maintenant, beaucoup de nos clients nous font confiance. On était encore à Paris la semaine dernière, on a fait une dizaine d'événements parisiens. On a même bougé à Venise l'année dernière, on a fait Biarritz, on a fait Bordeaux. Enfin, du moment que c'est nous qui organisons avec notre matériel, avec notre savoir, on est ravis d'accompagner les entreprises autour de cette dynamique-là. Voilà. Je vous invite vraiment à lire notre politique pour en apprendre un peu plus et j'espère que j'ai été assez clair. Ah, on n'entend plus, Nicolas. Tu as ton micro coupé. Pardon, c'est autant pour moi, tu as raison, je le coupe à chaque fois. Oui, merci beaucoup, je disais, pour cette présentation. Donc, c'est intéressant de voir que quel que soit le format de l'entreprise, on retrouve quand même les fondements. Alors, vous avez utilisé tous les deux beaucoup de termes, beaucoup de choses. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet et je vais vous proposer de dérouler un certain nombre de choses et à commencer par ce qu'on fait systématiquement. Alors, pourquoi tout d'un coup, nous, à Dinvest, dans notre métier, on s'intéresse à la RSE. Bon, ce n'est pas tout d'un coup, ça fait un petit moment qu'on regarde ça.
Et on s'est intéressé à ça et on voulait partager notre vision et notre approche de ça parce que vous l'avez compris, notre business il est tourné vers les PME et vous allez voir dans le déroulé dont on va faire maintenant, les principes de RSE ne sont pas encore obligatoires pour ces formats d'entreprise. Et Thomas, je suis admiratif de ça parce que c'est une démarche volontaire que tu as mis en place. Autant pour les groupes cotés, les grandes sociétés, vous allez voir un petit peu les seuils, c'est une obligation légale de pouvoir s'occuper de ces sujets-là. Autant dans des boîtes plus petites, ce n'était pas encore obligatoire et ça ne l'est toujours pas. Mais je dirais que la force des choses fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'en préoccuperait pas passerait probablement à côté de beaucoup de choses. Alors, je vous ai juste là mis 4-5 exemples d'articles qui paraissent, de titres d'articles qui paraissent régulièrement. Vous en avez tous les jours dans la presse, sur le net, etc. Et ce qui est intéressant, c'est à travers ces quelques titres, c'est de regarder qui ça concerne. Et c'est celui que j'aime bien, c'est celui-là, la suite droite, études RSE. La RSE s'impose dans le cahier des charges des DAF. Donc, les DAF, c'est les financiers des entreprises. Donc, comme quoi, la RSE, ce n'est pas quelque chose qui vit par elle-même, ça concerne tout le monde. Il y a un deuxième terme qu'on va aborder tout à l'heure et qui a été un petit peu notre fil conducteur, c'est comment est-ce que cette appréhension de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, vient impacter et dans certains cas même bouleverser les business models de nos entreprises. On voyait que c'est des sujets qui sont prégnants tous les jours. Alors, pour commencer, évidemment, on va partir sur une définition. J'en ai trouvé deux qui sont similaires dans le fond. La première, donc, qui a été définie comme telle par la Commission européenne, que vous voyez ici, donc, qui est appelée responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociale, donc c'est social et sociétal, on peut utiliser les deux termes. Et donc, c'est défini comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et dans leur relation avec les parties prenantes. Et on retrouve là déjà les éléments qui ont été cités par Anne-Sophie et Thomas en disant on s'occupe de nous en interne, mais on s'occupe aussi de tout ce qui nous entoure. C'est quand même quelque chose qui est primordial dans cette approche. Donc, on demande ou on attend des entreprises qu'elles contribuent activement aux enjeux de développement durable. Et c'est quelque chose d'important. Et puis, la conséquence de ça, c'est qu'on cherche à ce que les entreprises aient des impacts positifs sur notre société, sans pour autant mettre de côté leur fondamental, au singulier cette fois-ci, qui est qu'une entreprise est là pour développer de la valeur. Donc, il faut que ce soit des sociétés qui restent économiquement viables. Alors, vous avez vu en haut, j'ai mis RSE 1960. Quand je préparais cette intervention, j'ai fait quelques recherches complémentaires. J'ai fini par retomber là-dessus. Et en fait, on parle de RSE depuis 1953. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a plus de 60 ans aujourd'hui. Et ce n'est pas une mode qui est née il y a 2 ans ou 3 ans, ou tout d'un coup, quand on a commencé à en parler dans les médias, on s'est dit on va faire de la RSE. C'est quelque chose qui est dans le fondement de l'entreprise depuis très longtemps, mais qui n'a jamais été réellement exploité. Et aujourd'hui, on n'a plus de choix, en fait, très clairement. On est en face de situations climatiques et économiques qui doivent nous pousser à prendre ça en compte. Je vous montre rapidement une deuxième définition qui est toujours liée à la Commission européenne. Donc là, on parle de responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société d'une manière générale. Retenez plutôt ce qui est en vert. Les termes que vous allez retrouver régulièrement, c'est en matière sociale, environnementale, éthique. C'est un mot qu'on retrouve régulièrement. La façon de se comporter avec son environnement, c'est ça l'éthique. Les droits de l'homme, alors c'est quelque chose que dans les démocraties on a l'habitude de traiter, mais qui n'est pas forcément pris en compte partout. Et puis la prise en compte et le respect des consommateurs, qui sont de plus en plus d'ailleurs consommateurs, et qui vont parler de ça régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est l'avant-dernier point, là, d'autre part, recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels. Donc, le principe de la RSE fait qu'à un moment donné, on s'interroge, on analyse, on regarde, on audite, et puis on essaye de rentrer non plus dans du curatif, mais dans du préventif, en se disant qu'est-ce qui peut se passer demain et comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces différents éléments. Donc maintenant qu'on sait de quoi on parle, et qu'on a cette visibilité assez claire de ce qui est défini, et alors, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de franco-français, on est complètement sur quelque chose d'international, de mondial, dont l'Europe se préoccupe fortement. Je voulais vous donner quelques repères juridiques. Ça, c'est important parce que je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de sociétés n'ont pas encore d'obligation de pouvoir traiter ça. Ce n'est pas parce que c'est une obligation qu'il ne faut pas le faire.
Pour autant, voilà ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années en France et en Europe. Notez néanmoins que sur ce sujet-là, la France est un pays précurseur et que le fonctionnement de la mise en place de ces différentes lois ou ordonnances se base non pas sur des gens qui réfléchissent à faire une loi et puis ensuite qui la promulguent, mais sur l'analyse de ce qui se fait de mieux dans les sociétés et qui ensuite est transformé en loi. Donc ça va de la loi NRE, donc Nouvelle Régulation Économique de 2001, où là, on a, pour les sociétés cotées uniquement, on a mis en place, on leur a demandé de pouvoir produire un rapport, ce qu'on appelle un rapport extra-financier. Pascal, si tu veux en dire juste un mot rapidement, en quoi ça consiste aujourd'hui, en une minute, qu'est-ce qu'on entend par rapport extra-financier? La démarche qui a été établie derrière cette notion de rapport extra-financier, c'était justement de trouver le bon équilibre entre les démarches d'intention, les approches stratégiques et les actions quotidiennes, comme elles ont été présentées dans les deux exemples précédents, avec quelque chose qui est purement financier. Alors pourquoi? Simplement parce que ces actions-là, cette démarche RSE, est une démarche qui apporte de la valeur à l'entreprise, qui apporte de la valeur dans la relation qu'elle a avec les gens, aussi bien en interne qu'avec toutes les parties prenantes, et qui apporte de la valeur globalement dans l'action de l'entreprise. Et toute la problématique qui était derrière ça, c'est comment on mesure pour les gens qui sont les financiers, parce qu'à un moment donné, tout ça, ça vient dans cette notion de reporting, c'est comment je suis visible vis-à-vis de mon banquier, comment je suis visible vis-à-vis d'investisseurs, et pour ça, il faut un cadre, pour que chaque banquier ou chaque investisseur puisse le regarder d'une manière équivalente. Donc, ces notions de rapport extra-financier ont été lancées par les organismes internationaux de la finance, en particulier l'IFRS, pour qu'il y ait un cadre qui fasse que tout le monde cherche à publier les choses à peu près de la même façon. Voilà. Donc, c'est vraiment le fondement de la démarche initiale qui a amené vers ça. Deuxième étape qui est arrivée, donc, et vous voyez, c'est quasiment 10 ans plus tard, hein, donc il a fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Les Grenelle 1 et 2, donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais rapidement, ça consistait en quoi? Ça consistait à s'engager, notamment pris par la France, hein, puisque c'est la France qui a été vecteur là-dessus de motivation pour tout le monde, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES, entre 1990, enfin, c'était la référence, et 2050. Donc déjà, on précisait un petit peu les choses en disant, bon, là, maintenant, il faut qu'on s'occupe d'un truc, ce sont des gaz à effet de serre, on prend ces engagements et puis derrière, on décline comment ça va se traduire concrètement. D'ailleurs, on a eu la loi sur la croissance verte en 2015, donc voilà, quelques années plus tard. Alors, je vous ai mis chaque fois à droite les seuils de sociétés concernées. Donc, vous voyez qu'au début, c'était uniquement les sociétés cotées. Concernant Grenelle, ça a concerné toutes les sociétés qui faisaient plus de 100 millions de chiffre d'affaires et 500 salariés. Donc, c'était déjà un peu plus précis. Sur la croissance verte, donc à partir de 2015, ça concernait toutes les sociétés cotées, les investisseurs institutionnels et notamment ces fameux critères ESG. Donc là aussi, c'est pareil, Pascal, si tu veux nous en dire un mot rapidement. Les critères, de toute façon, ils sont toujours de plus en plus poussés vers un axe qui est vraiment important à prendre en compte aujourd'hui, c'est création de valeur. Donc, il faut bien se dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut chercher à les prendre, de façon à ce que on cherche à valoriser. Et c'est ça qui est intéressant dans la dernière période par rapport à ce que Nicolas disait tout à l'heure au tout début des initiatives, c'est qu'aujourd'hui, la démarche, elle n'est plus simplement d'une certaine catégorie de personnes qui étaient très sensibles aux impacts sociétaux, environnementaux. Ça devient une démarche globale. Donc, et qui dit démarche globale, c'est que ça intègre tout le monde et tous ces critères doivent intégrer tout le monde dans une démarche de création de valeur pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc, ces critères ESG, maintenant, sont rentrés dans les mœurs. Depuis 2015, c'est quelque chose qui s'est généralisé. On a une nouvelle loi qui est apparue en 2016 qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance. Donc là, on a demandé aux entreprises de plus de 5000 salariés d'être totalement transparents sur ce qui se faisait en matière de rapport à l'environnement.
notamment la notion de risque, et de pouvoir être en mesure de présenter des plans d'action qui permettaient d'anticiper, de piloter et de gérer ces risques. Donc, vous voyez qu'on est reparti du haut. On s'est dit, tiens, il manque des choses. On va les préciser encore. On a besoin de transparence. On va comprendre ce qui se passe dans les grands groupes. Donc, au-delà de 5000 salariés, expliquez-nous ce que vous faites et en quoi ça consiste. 2017, donc on précise encore un petit peu les choses. Donc là, la partie DPEF, avec les entreprises cotées de plus de 500 salariés et 20 millions d'euros, ou les entreprises cotées qui faisaient plus de 40 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on est passé là de supérieur uniquement coté à plus de 100 millions. On descend là en termes de taille, on descend en termes de granulométrie et on se retrouve avec, y compris des sociétés non cotées, plus de 500 salariés et plus de 100 millions. Donc, voilà, petit à petit, on vient implémenter cette nécessité d'avoir de la transparence et de pouvoir partager ces éléments de RSE dans les entreprises de plus en plus petites. Plus proche de nous, 2019, c'est ça, tout le monde en a entendu parler, cette fameuse loi Pacte, où l'une des résultantes la plus importante a été que la RSE a été inscrite dans la loi et que le statut d'entreprise à mission a été créé. Je fais juste un aparté rapide. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais la première entreprise à mission qui s'est déclarée comme telle en conformité de la loi Pacte, c'est Danone. Et cette entreprise était pilotée à l'époque par Emmanuel Faber, dont je vous invite à aller lire les écrits et à suivre le travail qu'il fait aujourd'hui avec l'ISSB, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. À travers tous ces éléments, évidemment, on a nos grandes institutions internationales, donc l'ONU, le CDE, qui se sont emparés de ces sujets depuis longtemps et qui, alors on pourrait y passer des journées pour tout détailler, mais retenez simplement que toute la réflexion est basée sur une méthode qui s'appelle protéger, respecter, remédier. Et si vous êtes un peu curieux, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont prises, on retrouve toujours ces grands axes de travail qui est protéger l'environnement, les gens, le fonctionnement, respecter les mêmes évidemment, et puis remédier aux problèmes qui sont en cours aujourd'hui. Enfin, pour terminer, juste un focus sur un organisme qui s'appelle ISSB, International Sustainability Standard Board, si je ne dis pas de bêtises, qui travaille avec un autre organisme qui définit les fameuses règles financières, donc IFRS, et qui a pris à la COP 15 à Montréal, donc c'était en fin d'année dernière, hein, juste avant Noël, des décisions importantes et qui travaille à incorporer cette fameuse description de durabilité dans les normes extra-financières internationales. Donc concrètement, aujourd'hui, la finance, alors je vais dire c'est verdi, pas dans l'esprit greenwashing, mais est en train d'opérer sa mue et sa révolution. On le sent déjà à travers certains effets. Et si vous vous abonnez à la page ISSB sur LinkedIn, par exemple, vous aurez toutes les infos en temps et en heure du travail qu'ils font. C'est assez remarquable. C'est un travail énorme, colossal, puisqu'ils ce ne sont pas des millions de gens, mais ça concerne le monde entier. Et ça nous concerne tous. Voilà pour les plus curieux d'entre vous, si vous voulez un petit peu plus loin. Oui, bien sûr. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose là-dessus. C'est que dans ce travail-là, une des choses qui va prendre de longues années, mais qui est très intéressante à suivre, s'il y a une chose qui est intéressante pour vous, individuellement, c'est de regarder ce qu'ils cherchent à faire dans la normalisation. Pourquoi dans la normalisation, pas pour dire qu'il y a un cas, mais simplement on peut imaginer que la problématique qu'ont les grands acteurs de l'énergie comme EDF comparé avec Team Nature, ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a une volonté de pouvoir définir des grilles par secteur d'activité, en tout cas par branche, de façon à ce que les gens qui vont s'engager là-dedans puissent s'inspirer de référentiels et donc de bonnes pratiques. Voilà. Donc, dans cet aspect normatif, il y a ça aussi qu'il y a derrière. Ce n'est pas uniquement d'imposer, parce qu'on a tous en tête des contraintes de normes et on se dit ça va être plutôt un truc qui va nous gêner. Là, il y a une volonté quand même de faire les choses de manière assez forte. Et si vous allez, comme le disait Nicolas, regarder un petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux sur ça, et y compris sur des organismes représentatifs comme ceux des experts comptables, ou par exemple l'Organisation européenne des experts comptables et commissaires aux comptes, s'y intéressent aussi, eux, pour pouvoir justement avoir des référentiels par secteur d'activité. Donc, ça, c'est intéressant. Je trouve que lorsque les uns ou les autres, on veut se lancer sur quelque chose, savoir ce qui se fait
dans mon secteur, en tout cas, qui puisse accompagner ma réflexion en tant qu'entrepreneur, ça a beaucoup de sens. Avant de passer à la suite, vous voyez que toutes ces lois, tout ce qui a été mis en place et qui vise à, au final, sauver notre planète, j'allais dire, les petites entreprises ne sont pas concernées, légalement parlant. Je vais vous donner un exemple qui prouve le contraire. N'importe quelle entreprise qui aujourd'hui souhaite trouver un financement, et alors je vais même préciser les choses, privé ou public, se doit à un moment donné de pouvoir présenter une démarche liée à RSE. Donc en fait, même si légalement, il n'y a pas d'obligation sur les petites structures, donc les structures inférieures à ces seuils qui sont précisés ici, concrètement, dans les faits, aujourd'hui, on est tous concernés. Et puis, vous pouvez avoir, en tant que PME ou TPE, des fournisseurs qui peuvent vous demander, ou des clients qui peuvent vous demander comment vous travaillez, sur comment vous gérez justement ces aspects RSE, parce qu'eux-mêmes ont des obligations. Donc, ça devient vraiment prégnant à tous les niveaux. En termes d'enjeux, à quoi on se réfère? Alors, une fois qu'on a parlé de la partie légale, il y a un référentiel qui existe aujourd'hui, que vous pouvez consulter, qui définit tous ces éléments de RSE. Ça s'appelle la norme ISO 26030 pour l'agroalimentaire, parce qu'il y a une spécificité. C'est un standard international. Et ça reprend 7 grands domaines que vous voyez à l'écran. Et si vous regardez bien, si vous lisez ces 7 grands domaines, vous allez retrouver ce qui a été présenté par Anne-Sophie et par Thomas tout à l'heure. À la fois la partie organisation, la partie des hommes, les conditions de travail, l'environnement, loyauté, etc. etc. Et puis, j'ai renoté cette phrase qui a été définie dans le cadre de cette norme. Une entreprise, c'est un projet qui doit être financé par le profit. Donc, on est bien d'accord qu'on est là pour gagner de l'argent, hein, on n'est pas dans une ONG, effectivement, mais qui doit aussi, en tant que corps et personne morale, être en phase avec l'intérêt public. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Le fait que ce soit écrit, mis en avant et partagé, on voit là poindre ce qui va être l'avenir de toutes nos entreprises, ces fameuses, alors ce qu'on a défini comme entreprise à mission, mais le fait qu'on ne peut plus se contenter simplement d'agir dans son coin, on n'a plus le choix de ne pas prendre en compte effectivement cet environnement et le fait qu'on agit aussi au nom et pour le plus grand nombre. C'est quelque chose de relativement important. Donc voilà, si vous voulez savoir en quoi ça consiste et ce qu'il y a à faire, ce qui va se passer dans les années à venir, ce qui se passe déjà pour les grands groupes, tout est présenté dans cette norme ISO qui est, alors c'est pas la vérité absolue, il y a beaucoup de choses qui se passent à côté, mais au moins on a un référentiel qui lui est standardisé. En ce qui nous concerne, puisqu'on revient à nos moutons et on redescend un petit peu sur des tailles d'entreprise qui nous concernent un peu plus, donc la partie start-up, TPE, PME, petites ETI, quelle perspective on a et comment on va pouvoir travailler ça? C'est un peu ce que je viens de vous dire. Même si légalement, aujourd'hui, on n'a pas d'obligation spécifique, agir maintenant, c'est pouvoir prendre les devants sur les futures évolutions réglementaires décidées en France et en Europe. Pourquoi j'ai repris ces éléments-là? Simplement parce que vous voyez bien qu'au fil du temps, on décline ces normes, ces attentes sur des sociétés de plus en plus petites. Et vous avez 2 attitudes possibles face à ça. Soit vous attendez qu'on vous l'impose légalement et puis le jour arrivé, vous faites comme vous pouvez pour pouvoir avancer ça et c'est souvent déjà un peu trop tard, on a du mal à bosser dessus. Soit, comme l'a fait Thomas, par exemple, vous anticipez ces éléments-là. Alors, vous l'anticipez, et 2, parce que c'est une volonté. Et à ce moment-là, petit à petit, à votre rythme, être en capacité de pouvoir implémenter ces approches RSE dans votre société sans que ça ait un impact lourd, financièrement parlant déjà, et un impact trop compliqué sur votre développement. Ce petit schéma que je mets à droite, je vous laisse le regarder. Globalement, voilà. Quand on mixe ces 3 éléments qui sont la société en général, les notions d'économie et puis notre environnement, l'idéal, c'est d'en faire un mix qui soit les 3 pour qu'on arrive à quelque chose de durable, c'est-à-dire qui va continuer dans le temps et sur lequel on va pouvoir continuer à vivre dans de bonnes conditions. On descend encore d'un cran et cette fois-ci, je vous ai dit tout à l'heure et je vous ai montré quelques articles qui disaient qu'aujourd'hui, le fait de réfléchir à RSE pouvait impacter, voire bouleverser nos business models. Pourquoi on a ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans nos entreprises, le cœur du réacteur, là où tout se passe, c'est le business model. C'est ce qui fait qu'à un moment, une entreprise arrive à se développer ou pas se développer. Autour de ça, on a un certain nombre de réglementations, on a des consommateurs, on a des fournisseurs, des salariés, des financeurs. Tous ces gens-là font qu'on adapte ou on met en place un business model qui permet de faire tourner la machine. De l'autre côté,
on est en train de vivre un certain nombre de mutations complexes où on sent bien qu'entre la volonté ou l'envie ou les obligations court terme et puis la projection à long terme, bah, ce n'est pas toujours évident de trouver les bons équilibres. On l'entend, même si des fois c'est un peu alarmiste, suffisamment souvent sur les émissions et sur le net, il y a des notions de nécessité, d'urgence en termes de climat. Vous voyez ce qui vient de se passer hier dans le nord-ouest de la France. Les tempêtes sont de plus en plus violentes, ça a des impacts. Alors, au-delà de la tempête et des problèmes que ça peut générer, voire des cas dramatiques de mort de certaines personnes, c'est l'impact financier que ça peut avoir, notamment en matière d'assurance, de gestion, de maîtrise de risque. Donc voilà, ça se complexifie. Tout notre environnement devient de plus en plus compliqué, complexe et à gérer, et ce n'est pas toujours évident. Et avec tout ça, on se doit, en tant qu'entreprise, de continuer à être compétitif et de veiller à ce que notre entreprise soit pérenne. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et la principale action qu'on puisse avoir, c'est de pouvoir faire évoluer notre business model, c'est notre pivot, pour pouvoir aller se mettre en conformité avec ce qui est en train de se passer autour de nous. La politique de l'autruche n'étant sûrement pas la meilleure façon de pouvoir prendre en compte ces éléments externes. Donc, ça a clairement, et ça va avoir de plus en plus, un impact sur nos business models. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on sache dans quelle direction on part. Nous, on s'est posé la question. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, qu'on a fait ces constats-là et qu'on est convaincu qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on se donne un petit peu de méthode. Alors, il y a des méthodes qui existent. Il y a beaucoup de sociétés qui sont capables de vous accompagner comme ça. Certains existent sur le marché. Thomas on a fait l'expérience de son côté. Moi, j'ai essayé de vous traduire ici les grandes phases que nous devions aborder pour pouvoir avancer là-dessus. Et la première, c'est souvent la même, d'ailleurs on la retrouve souvent, c'est se questionner. C'est commencer à se mettre en face d'une certaine réalité et se dire, si on pouvait résumer ça, puis après ça décline, si demain on doit avoir un monde bas carbone c'est en termes d'émissions, évidemment, pas de consommation, parce que si on arrive à consommer du carbone, ça permet d'en réduire le volume. Est-ce que mon entreprise telle qu'elle est formatée aujourd'hui sera toujours performante? Et est-ce que mon business model va continuer à être rentable et pertinent? Ça fait large. Il y a beaucoup de choses à voir, mais la première question à se poser, c'est ça. Et je vous invite, tout autant que vous êtes dans vos entreprises, alors que vous soyez dirigeant ou salarié, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas de se poser la question et d'en parler autour de vous, vous allez voir que la question est loin d'être évidente en termes de réponse. Et une fois qu'on s'est questionné et qu'on a fait un petit peu dire, oui, non, il va falloir aller un petit peu plus loin. Le constat est une chose, mais ça ne suffit pas. On va pouvoir passer à l'action et on va pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un plan d'action qui va permettre de répondre à cette question en tenant compte de ce que je viens de vous montrer en termes de complexité, en tenant compte, et ça revient systématiquement dans toutes les réflexions, des intérêts contradictoires entre la rentabilité qu'on cherche à avoir à court terme et puis l'impact du long terme sur notre développement. Et enfin, et ça c'est un point sur lequel je vais aussi un petit peu m'attarder après, le fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir développer efficacement une RSE d'une entreprise, il y a besoin d'avoir d'abord un leadership fort. Donc, c'est un peu le schéma que nous a présenté Anne-Sophie. Je vais le dire avec mes mots, mais le patron a fait le constat, a décidé, a dit voilà, on a un cap. Et puis ensuite, il a mis en avant, en mouvement ses troupes. Il les a fait réfléchir et tout est remonté du terrain pour pouvoir à un moment ou à un autre développer ça. Mais c'est bien la gérance, la direction qui doit être leader et qui doit être leader dans le temps. Donc, ce n'est pas un one-shot. Le fait de travailler sur et de réfléchir sur une RSE, ce n'est pas un one-shot. C'est vraiment une façon de faire qui doit être durable dans le temps. Après, on est quand même réaliste, ce n'est pas toujours simple, mais on a quand même des éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on a de bonnes capacités à pouvoir réaliser ces objectifs, de passer et d'implémenter une stratégie RSE dans les entreprises. À tous les niveaux maintenant, et quasiment dans tous les secteurs, on se pose plus sérieusement le fait que la création de valeur dans l'entreprise a besoin d'être décarbonée et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, ça s'est passé il y a quelques années par le fait d'imprimer moins de papier. Basiquement, c'était un petit peu ça. On a fini par arriver à faire du tri dans les entreprises.
Et puis, on s'est posé la question de savoir si les déplacements étaient utiles, pas utiles. Enfin, là, vous avez un certain nombre d'éléments et tout au long, si vous décortiquez vos process et votre chaîne de valeur de votre entreprise, vous allez mettre la main systématiquement à chaque niveau sur tous ces points qui sont d'une évidence crasse aujourd'hui dans notre fonctionnement et qui en fait permettent de réfléchir à comment on peut réduire cette production de carbone. Vous avez un élément qui est de plus en plus prégnant, pour ceux qui s'y intéressent aussi, mais je crois que ça rentre maintenant vraiment dans tous les domaines, c'est l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on recycle? Alors, le recyclage du verre, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, dans le BTP, vous avez aujourd'hui une filière relativement efficace qui permet de recycler tout ce qui est granulat, béton, etc., et qui est réutilisé derrière dans la production des nouveaux bétons. J'entendais hier ou avant-hier une personne qui a développé un circuit, un système de recyclage des batteries et qui répond clairement à cette explosion de besoins de batteries aujourd'hui, à la problématique de l'extraction des métaux rares qui est extrêmement polluante, etc. Et donc aujourd'hui, c'est ce business-là et ce business model qui a été développé et cette technologie qui a été mise en place, il y a beaucoup d'innovation derrière, fait que l'économie circulaire a tout son sens. Dernier exemple, si on prend à notre niveau personnel, le fait d'aller chercher ses fruits, ses légumes chez le producteur d'à côté, c'est quasiment du circulaire, c'est du circuit court. On le nourrit, puisqu'on lui achète ses légumes, ça lui permet de travailler, lui, il améliore les choses, etc. On est aussi sur ces éléments de circuit court. Ça, la QVT, qualité de vie au travail, c'est un sujet qui a été souvent beaucoup abordé, qui n'est pas toujours bien compris. C'est la même chose, et je crois que Thomas a mis le doigt dessus tout à l'heure en disant qu'il souhaitait que ses équipes puissent travailler dans de bonnes conditions et d'être capable de sentir quand il faut lever le pied ou quand il faut changer les choses. Et c'est encore une fois pas qu'un outil marketing. Vous me permettre de donner un exemple. Nous avons un client qui est une entreprise qui fait de l'ergonomie, donc les conseils en ergonomie. Alors, vous avez tous connu ça, c'est des sujets de posture sur un poste de travail, tout ça par rapport à des problématiques souvent de curatifs. Depuis quelques années, le dirigeant de cette entreprise me disait qu'on les faisait intervenir en préventif. Et même là, récemment, ils sont installés sur Nantes, ils ont fait la révision d'une nouvelle chaîne de production pour les disciplines nantais. Eh bien, les conditions de posture, de travail des personnes ont été mises dans le cahier des charges de conception de la ligne de production de façon à réduire l'accidentologie. Donc, on voit qu'il se passe quand même de manière assez structurelle des choses. Et eux, en tant que société d'ergonomie, ils font évoluer la formation de leurs personnes et ils sont rentrés dans une démarche de fait RSE, où leur métier devient de plus en plus, non pas du curatif et des problèmes de cure de posture, mais le bien-être de l'employé sur son poste de travail au sein de l'entreprise. Intéressant comme effet sociétal que l'industrie agroalimentaire a enclenché. Il y a beaucoup d'endroits où ça se passe dans ce sens-là et où le fait d'intégrer ça en amont d'un développement permet effectivement de réfléchir différemment et d'aboutir non seulement à un outil de travail qui est pertinent au regard de ces différents critères, mais en plus de pouvoir développer des business models beaucoup plus efficaces. Le point suivant, donc, qui concerne le fait de se donner des objectifs progressifs, donc il ne faut pas chercher à vouloir tout faire d'un coup. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas d'obligation légale, c'est la meilleure période pour pouvoir y travailler de manière régulière et chacun à son rythme, où on a l'obligation, enfin en tout cas pour que ça fonctionne bien, de réfléchir à des objectifs de court terme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ou qu'est-ce que je fais demain matin? Et puis, qu'est-ce que je vais faire sur la durée et où est-ce que je veux arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Alors, c'est d'abord, ça permet de développer une bonne stratégie, mais en plus de ça, ça permet de rythmer l'action et de faire en sorte que le soufflet ne retombe pas. Ce n'est pas toujours évident. Donner du sens au changement. Alors évidemment, il faut du sens pour chacun, il faut du sens pour la société, ça c'est clair. De l'accompagnement, et puis en impliquant toutes les fonctions d'entreprise. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur ces derniers points-là et redonner la parole à Anne-Sophie d'abord, puis ensuite Thomas. Sur ces différents éléments, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui a été fait de votre point de vue pour justement que chacun puisse se sentir impliqué, accompagné et que toute l'intégralité de l'entreprise puisse être embarquée sur ce travail. Anne-Sophie, d'abord, peut-être.
Ouais, alors il y a une première chose, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ces engagements RSE qui découlent de notre raison d'être ont été construits par les collaborateurs. Et ça enfin, du coup, c'est après évident que les collaborateurs se retrouvent dans les items qui sont dans ces engagements RSE. Donc déjà, dès le début, on les a impliqués, on a écouté, on s'est rendu compte aussi que selon les générations, selon les territoires, tout le monde n'avait pas la même vision de ce que pouvaient être ces engagements RSE. Donc, ça a permis aussi de partager et de faire en sorte que ceux qui en savaient un peu plus fassent monter en compétence les autres. Donc, ça, c'était au niveau de la création, finalement, de notre stratégie RSE. Ensuite, ce qu'on fait pour que ça implique tout le monde, il y a deux choses. La première, c'est le passage à l'action. Donc, je le disais tout à l'heure, on fait en sorte que nos salariés soient constamment dans la mise en œuvre de ces engagements RSE. Je vais vous donner un exemple sur le thème de la sobriété énergétique dont on parle beaucoup cet hiver, comment on fait pour faire des économies d'énergie. On a fait en sorte que les différents collectifs de salariés réfléchissent à ce sujet, puissent faire des propositions qui derrière pouvaient être remontées pour venir alimenter par exemple des actions de nos équipes commerciales qui sont au contact des plus précaires, de nos équipes marketing qui font des visuels communication pour vous inciter à être plus sobre. Donc, on fait en sorte que nos salariés ils passent à l'action et qu'ils soient complètement acteurs de cette politique. Et puis, pour que toutes les strates soient bien irriguées, parce que c'est très bien que le top management soit acteur et que les collaborateurs soient acteurs, mais il faut aussi que toutes les strates managériales le soient. Et ben, on fait en sorte que ces engagements RSE soient bien déclinés dans toutes les décisions qu'on prend. D'un petit projet à la maille d'une unité à un grand projet industriel, on s'assure que ça coche bien les 4 cases et que ça ne met pas en danger nos engagements RSE. Voilà, donc il y a le passage à l'action et il y a le fait que tout le monde finalement s'engage à ce que cette politique RSE soit appliquée. Pas seulement le top management, mais toutes les strates de l'entreprise, ce qui est particulièrement vrai dans un grand groupe, toutes les strates hiérarchiques, mais aussi nos filiales et aussi nos acteurs à l'étranger. Et c'est ça peut-être, j'enchaîne du coup peut-être sur une difficulté, hein, Nicolas, parce que tu m'avais demandé aussi de relever une difficulté, c'est que parfois, on sent que dans certains territoires, ça va un peu plus vite, parce qu'on a parfois une région qui montre aussi une appétence pour ce sujet, ou des collectifs interentreprises qui montrent une appétence pour ce sujet, et des territoires où ça va un peu moins vite. Et donc, une des difficultés pour un grand groupe comme EDF, ça peut être parfois d'avoir une homogénéité finalement dans l'application de toutes ces actions. Merci. Thomas, si tu veux nous donner ton point de vue sur ces différents éléments. Oui, bien sûr. Alors nous, comme on était un petit peu plus, comme on est plus petit, je crois un petit peu plus petit, comme on est plus petit, c'est vrai qu'on a eu une courbe de changement qui allait un peu plus rapidement, je pense. On a commencé d'abord par impliquer en fait toute l'équipe dans la norme, c'est-à-dire au moment du passage de la norme et au moment même d'être membre Global Compact, toute l'équipe a été vraiment impliquée dedans en termes de créativité. On a d'abord commencé, nous, notre stratégie, ça a été de commencer d'abord par un engagement de l'équipe en proposant des journées complètes sociales ou environnementales, organisées directement pour l'équipe, par l'équipe, avec des parties prenantes autour de nous, que ce soit des fournisseurs, des clients. Par exemple, ça va être des ramassages de déchets, des maraudes avec le Secours populaire, on en a fait beaucoup. On a organisé des événements de Noël avec les enfants du Secours populaire, mais où l'équipe y allait, était encadrante, de la personne qui est à l'assistante de direction jusqu'à la production, bien sûr, mais aussi le service commercial, tout. Après, on a accédé à une deuxième étape, ça a été plutôt la créativité, parce qu'intégrer la RSE, oui, voilà, je pense que c'était un des points les plus difficiles, ça a été de vendre différemment des programmes différents et qui intègrent une RSE. Je vous donne un exemple. Avant, on faisait un programme qui s'appelait « Soyez votre propre chef ». Donc, les gens faisaient de la cuisine et mangeaient ce qu'ils avaient cuisiné. Là, maintenant, on a décidé de le faire évoluer, où les gens cuisinent, mais derrière, on fait une maraude avec, ça s'appelle le Secours populaire, les Restos du Cœur, pour donner ce qu'on a cuisiné à des personnes qui en ont besoin et donc intégrer une valeur sociale dedans. Donc là, pareil, il a fallu créer des nouveaux programmes, créer une nouvelle façon de vendre nos événements pour que la RSE respire partout. Donc, pas mal de formations en interne. Encore une fois, la personne qui nous a accompagnés nous a beaucoup aidé pour ça, pour ces formations-là.
C'est allé assez vite. Je pense que tout le monde a vraiment suivi cette valeur d'engagement qu'on a voulu intégrer. Après, il y a eu une difficulté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toujours dans l'idée du développement durable, la décarbonation, enlever cette partie carbone. On a des programmes, hélas, où on ne peut pas encore. Alors oui, la 2 chevaux électrique existe, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Ouais, ça va venir. Et puis, ça... Le rétrofit est en cours. Comment ? Le rétrofit est en cours sur ce type de voiture, effectivement. Ouais, en fait, alors il y avait des programmes. On avait le yachting, par exemple, est devenu pour nous une aberration. Pareil, l'hélicoptère, on peut plus. C'est vraiment des choses qu'on a enlevées. Mais voilà, il faut toujours que l'économie suive, sinon la société ne peut pas continuer. Et des programmes tels que du Zodiac ou de la 2 chevaux, hélas, émettent des gaz à effet de serre. Et donc, il a fallu trouver comment essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer dans cette dynamique-là, mais en essayant de préserver au maximum. Chez Team Nature, on pratique la double compensation carbone pour tout, c'est-à-dire que ce soit du moindre bus, la moindre voiture, le moindre... pareil, oui, pour les bus, à amener les gens d'un endroit à un autre, un bus, il n'existe pas sur la Côte d'Azur encore, que ce soit, ça peut être électrique, ça peut être même... biocarburant, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant autour de ça. On n'a pas encore les solutions, donc on a pratiqué les doubles compensations carbone, mais on a aussi voulu aller plus loin. C'est amener de la pédagogie vis-à-vis des participants de nos événements, où oui, on fait du Zodiac, mais à la fin, on a récupéré dans l'eau, je crois que la dernière fois, on était à presque 30 ou 35 kilos de déchets au passage pendant le rallye en Zodiac. Donc on essaie d'aller plus loin, d'impliquer les équipes dans ce sens. Et c'est passé par pas mal de formations internes, mais surtout une implication d'abord de l'équipe avant de passer au programme RSE qu'on vend directement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Comment est-ce que réagissent les gens de ton environnement, donc tes clients, tes fournisseurs, à cette façon de faire que tu finalement, alors, que tu leur imposes, donc tu leur apportes en tout cas, ton parti pris de dire on va le faire d'une certaine façon, c'est notre credo, c'est notre façon de faire. Qu'est-ce que tu as comme retour en face? Est-ce que ça déclenche des choses chez eux? Comment tu vois ça? Alors, comment tu le ressens? Complètement, il y a 2 visions. Les parties prenantes, c'est différent. Alors, l'équipe est totalement à 200% intégrée dans cette démarche RSE. Les clients, donc les participants, eux, vraiment, vraiment, de plus en plus maintenant, sont 100% d'accord avec ça. En fait, tout simplement, c'est qu'avant, notre activité, je vais vraiment parler de notre activité, mais je pense que ça va aussi de ce que disait Anne-Sophie. Intégrer maintenant une politique RSE, ça a du sens. Les gens entendent ce sens, le comprennent et veulent aller dans cette dynamique-là. Donc, pour tous les participants et les clients, ils l'intègrent complètement. Après, on a certains groupes où ils nous disent non, on ne veut pas en entendre parler. Quoi qu'il arrive, on leur explique qu'ils auront leur bilan post-événement, que nous, on est du moment où on passe la porte de chez Team Nature, on est complètement intégré dans cette démarche. Tout notre système de management est RSE, donc leur événement le sera aussi. Mais ils le prennent vraiment très, très bien. Après, le plus difficile, des fois, c'est la partie fournisseur. Parce que il faut travailler avec des gens. Nous, on veut vraiment les aider en fait, à nous suivre et à aller dans cette dynamique-là. Et des fois, vous avez des fournisseurs en face de vous qui soit ne peuvent pas, c'est compliqué, ils sont tout seuls. Il y a des traiteurs qui arrivent, des très gros traiteurs qui arrivent à intégrer cette démarche RSE. Nous, on veut vraiment faire travailler aussi des petits pour qu'ils puissent monter, des gens locaux. Donc, on est toujours avec les gens locaux. En fait, à chaque fois qu'on fait un événement, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on travaillera toujours avec les prestataires des régions dans lesquelles nous produisons nos événements. Et eux, des fois, c'est plus compliqué. Donc, on les aide, on fait pas mal de réunions avec eux pour savoir dans quelle dynamique on pourrait aller. Par exemple, avec les Zodiac, on a trouvé une solution pour recycler les huiles des moteurs. Comme je vous le disais, amener de la pédagogie. Donc, on a formé des skippers de notre prestataire pour leur dire, voilà, aujourd'hui, vous allez parler de pédagogie, vous allez parler que nous sommes dans un espace protégé sur cet endroit-là. Enfin, on va récupérer des déchets. On essaie toujours d'amener ce petit truc en plus. C'est là où ça peut être le plus difficile, c'est les parties prenantes type fournisseur, je pense. Mais bon, il y a un vrai travail d'évangélisation sur le fond. Voilà, exactement. On est à fond. Mais comme quoi, ça reste quand même un engagement collectif et c'est bien d'avoir cette démarche de partage finalement et de se dire, tiens, si je peux t'embarquer avec moi et que de 0, tu es passé à 10% ou 20%, j'ai fait mon boulot. J'ai partagé ça.
C'est exactement ce que nous expliquait notre auditeur et la personne, encore une fois, qui nous accompagnait. C'est la route d'Arwing. Le but, c'est toujours évoluer, évoluer, évoluer. Il faut que les objectifs qu'on se donne soient réalisables, mais il faut qu'on ait toujours l'étape d'après et comment monter. Et nous, notre étape d'après, c'est ça, c'est d'arriver à créer un mouvement assez fort pour que ce secteur-là monte vers cette dynamique-là, que nos prestataires avec qui on travaille montent dans cette dynamique-là. C'est du boulot, mais je trouve que le mot est bien choisi, évangélisation, c'est exactement ça. C'est du boulot, mais tout le monde est conscient de ça, ça ramène du sens et en plus, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Après, on parle d'un sujet qui est très fort, c'est dingue de parler de ça parce qu'on est dans cette préservation maintenant des générations futures. Donc, si on n'y va pas, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc, tout le monde le sait. Anne-Sophie? Oui, je voulais rajouter un petit point qui est important pour moi, c'est de dire que les politiques RSE, elles évoluent en même temps que l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique qui est figée et qui est terminée. Si je prends par exemple l'exemple de la neutralité carbone, on va se fixer un objectif de diminuer de 10 ou de 15% nos émissions. Quand on l'aura atteint, il faudra se fixer un objectif supérieur. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place et je pense que ça peut peut-être intéresser les personnes qui sont autour du micro aujourd'hui parce que, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut le mettre en place. C'est ce qu'on a appelé un conseil des parties prenantes. En fait, c'est des externes qui viennent jeter un œil à ce qu'on fait, aux engagements RSE qu'on a pris, à la façon dont on les déploie dans l'entreprise et qui donnent leur avis. Alors, c'est des universitaires, on a la présidente, par exemple, de Sybios, qui est un organisme ou une entité qui travaille sur le biomimétisme, des gens qui ne viennent pas du monde de l'énergie, puisque le but, c'est d'avoir des regards externes, et qui vont finalement, au fil de l'eau, au fil de l'application de notre stratégie RSE et de nos engagements, nous apporter un regard critique. Et ça, je pense que c'est utile, et c'est un petit peu aussi le but de ta matinée, de croiser des regards, de faire en sorte que les gens échangent, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en œuvre toutes simples, et de savoir que l'entreprise d'à côté l'a fait, ça peut nous aider. Et puis, il y a des choses beaucoup plus ambitieuses, sur lesquelles c'est assez bien aussi d'être accompagné par d'autres entrepreneurs ou par des personnes externes qui t'apportent leur point de vue. Donc voilà, le message, c'est de dire la stratégie RSE, elle est évolutive et le fait de croiser les regards et d'aller chercher à l'externe de l'entreprise des gens qui vont pouvoir critiquer, non pas de façon négative, mais apporter une critique sur ce qu'on fait, je pense que ça permet aussi d'aller plus vite et de se sentir moins seul. C'est très, très vrai. C'est quelque chose qu'on fait énormément. Le questionnement de toutes nos parties prenantes est très, très important. D'ailleurs, je pense dans n'importe quelle norme ISO, hein, c'est très, très, c'est même central. Si on se base sur un rapport d'études et d'échanges avec nos parties prenantes pour fixer notre nouveau système de management RSE et notre système de développement durable. Donc, complètement, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Et j'adore l'idée de conseil. Je trouve ça beau comment ça suit bien. Pascal, tu voulais préciser certaines choses? Oui, c'est intéressant les échanges que vous avez à l'instant, parce que là, je voulais ajouter une petite chose liée à la modeste contribution qu'on avait eue dans le cadre d'un projet européen qui s'est terminé juste l'année dernière sur la problématique de déploiement, justement, d'approche, là, en l'occurrence, d'un rapport intégré pour la PME. Et tous les deux, vous avez soulevé un élément important qui est souvent, alors dans les grands groupes, on a l'habitude justement d'avoir des instances et des instances avec des acteurs extérieurs. Il existe parfois des comités scientifiques, genre de choses comme ça. Et dans la PME, souvent, pas assez, ou en tout cas pas d'une manière structurée. Et c'est clair, comme Thomas le disait à l'instant, c'est un élément déterminant parce que si on cherche à faire une démarche purement dans une réflexion interne, bon, c'est pas que c'est inintéressant, mais quand même, les plus forts effets de levier sur l'évolution, sur la création de valeur et sur le business model se font dans l'interactivité avec ce qu'on appelle justement toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour de notre business et qui sont concernés par ça. Que ce soit effectivement les clients et les fournisseurs, les employés, les salariés, mais aussi les collectivités locales où on est implanté, les représentants de la filière, des structures de formation, tous les acteurs avec lesquels on interagit. Et ça, c'est un point vraiment important que vous avez soulevé tous les deux et qui est apparu dans le travail qui a été fait au niveau européen. Et c'était intéressant de voir comment, justement, les experts comptables aussi prenaient ça en compte parce qu'eux, ils étaient beaucoup simplement au départ dans l'histoire je prends des indicateurs de mesure, le nombre de kilomètres des voitures, enfin des choses effectivement pragmatiques qui ont du sens, mais également le fait de discuter avec la collectivité locale, de discuter avec mes fournisseurs peut faire que mes pratiques, je vais les faire changer parce que mon fournisseur va m'expliquer comment ça se passe chez lui
et que de fait, ça va ouvrir des perspectives de manière différente. Donc, cette interactivité avec les parties prenantes et l'impact de nos actions des parties prenantes et nous-mêmes aide à ouvrir ces schémas-là. Donc, ça fait des évolutions dans la gouvernance et c'est bien que Thomas en ait parlé parce que ça veut dire aussi, c'est un bel exemple, c'est que ce n'est pas uniquement l'apanage des grands groupes. Et puis, réussi, je ne sais pas ce que Thomas en pense, c'est intéressant qu'il y revienne, mais je pense que pour moi, c'est dans ce que j'ai vu dans les 2 ans en participant à ce travail avec d'autres personnes d'autres pays, hein, parce qu'il y avait des Hongrois, des Polonais, des Italiens, des Anglais. Donc, on a pu constater qu'un peu partout, c'était pareil. La prise en compte par les PME des parties prenantes et de passer du temps dans ce partage d'échanges sur l'impact. Ça a été vraiment, je peux être que d'accord, et ça a été complètement central en fait. On a appris énormément de nos clients, mais aussi bien, en fait, on est allé très loin dans le questionnement de nos parties prenantes. Ça a été nos clients, ça a été nos prescripteurs, par exemple les hôteliers. Ce qui a été dingue aussi, c'est de voir qu'on s'est rapproché d'hôteliers comme le Martinez, le Carlton, des hôtels à Monaco, à qui on a questionné pour aller mieux. Et eux nous ont dit, ah bah c'est marrant que tu me parles de ça parce que nous, on aimerait passer la clé verte. Vous avez un fournisseur pour les bouteilles en d'eau? Bah oui, complètement. On a un fournisseur qui fait des bouteilles en carton recyclées, recyclables, avec des bouchons en canne à sucre. Enfin, et de ces idées-là, on a remarqué que nos bouteilles sont maintenant sur les tables du Martinez, dans les chambres et ce genre de choses. Donc en fait, rien que même quand nous, on a questionné des gens pour évoluer, bah, on a réussi aussi à donner des solutions en sens inverse à d'autres personnes. Voilà. Les gens avec qui on travaille. Mais ça va très loin. Là où moi, j'ai appris quelque chose, ça a été le spectre des parties prenantes. Autant on avait en tête l'équipe et nos clients. Et en fait, non, nos fournisseurs. Mais on voyait nos fournisseurs directs, mais même en fait, notre banquier, notre assureur, notre voisin, le restaurant dans lequel on va manger. Tout le monde a une idée quelque part qui permet de faire évoluer les choses. Et c'est vrai, quand on est tous les jours là-dedans, on en parle forcément beaucoup. Et plein d'idées émergent, plein de choses sortent. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été mises en place chez Team Nature autour de ça. Donc, grâce à nos retours de parties prenantes, complètement. Et ce que je trouve, c'est là quand on commence à mettre le doigt là-dedans, et c'est intéressant l'exemple avec le Martinez et tout ça, c'est vrai que ces grandes maisons-là, ce sont des grandes maisons et ils cherchent des solutions. Et là, c'est un petit fournisseur d'un petit quelque chose quelque part qui, d'un seul coup, les fait aussi, eux, évoluer dans leur démarche et dans leur pratique. Donc, ça veut dire qu'en termes d'apport de valeur aussi de l'entreprise Team Nature, dans la perception que ça donne du côté des clients, la valeur, ce n'est pas simplement la prestation que l'on fait. C'est qu'aussi, de ce fait-là, la valeur que vous avez apportée, l'équipe, c'est aussi l'impact que vous avez amené au Martinez ou à tous ces établissements-là sur ce que vous avez véhiculé et ce que vous avez accompagné. Donc, ça veut dire que le niveau de la relation qui est établi dans les affaires, ce n'est pas simplement la prestation, le tarif, le délai, il y a autre chose qui s'installe. Exactement. Très, très intéressant. Et puis, vous me donnez tout ce qu'il faut pour la transition sur la slide suivante. On continue d'avancer donc, sur la démarche qu'on a avancée ensemble. Avec ce point important qui est, je pense que tout le monde l'a dit, je l'ai dit aussi, Sophie en a parlé, Thomas, tu l'as dit, c'est quelque chose qui se gère dans la durée. Et donc, ça devient partie prenante de la culture d'entreprise. Et je crois que c'est toi, Thomas, qui en a parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir effectivement rester créatif, ouvrir des choses et explorer des champs totalement nouveaux. Et c'est ce que tu viens de mettre en avant. Le fait simplement de questionner son environnement fait qu'à un moment donné, on se retrouve en face de retours, d'informations, d'éléments qu'on n'avait absolument pas imaginés. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on vit, pas sur le thème de l'RSE, mais qu'on vit régulièrement dans la relation qu'on a avec nos clients dirigeants. Le fait de les mettre en questionnement et de les challenger sur un certain nombre de sujets, ça les amène à ouvrir les chakras, je dis souvent ça, à s'ouvrir le champ des possibles sur des idées, des solutions, des façons de se développer qu'on n'avait pas imaginées. Donc, c'est en plus de ça, au-delà de la création de la valeur et de la richesse, c'est très créatif dans le process. Le point du milieu, là, j'ai remis les éléments en vert, parce qu'on parle de RSE et de durabilité, j'aime bien le vert, finalement, c'est pas mal. Quand on se lance dans cette démarche, il est important d'avoir à l'esprit qu'on a besoin d'un leadership efficace, courageux et éthique. Alors ça, je m'adresse directement aux dirigeants. On est bien d'accord, le fait de remonter les informations du terrain est primordial, c'est-à-dire questionner l'ensemble des niveaux de l'entreprise
C'est de là que viennent les bonnes idées. On sous-estime systématiquement la capacité de nos salariés ou des gens qui bossent dans l'entreprise à pouvoir être vecteurs de solutions dans nos problématiques. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait devant un leader, et ce n'est pas un chef, ce n'est pas un manager, ce n'est pas un dirigeant, un leader efficace dans sa façon de faire, parce que c'est une méthode à appliquer, courageux, donc qui ne lâchera pas l'affaire en cours de route, et éthique, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça pour pouvoir retrouver de la confiance dans nos relations commerciales. Donc, ce sont des points qui sont importants. Ça veut dire que vous pouvez commencer à réfléchir à chacun, autant que vous êtes dans vos structures, qui pourrait être ce leader efficace, courageux et éthique. Peut-être vous, peut-être votre collègue d'à côté. On a la possibilité, on a la chance aujourd'hui de surfer pour mettre en place tous ces éléments sur un certain nombre de facteurs qui sont très positifs, où on a des réglementations qui évoluent dans ce sens, où on a des pratiques de consommation qui évoluent. On parlait tout à l'heure de la prise en compte des consommateurs. Voilà, si aujourd'hui vous avez un consommateur qui fait le buzz parce qu'il y a eu un problème sur un produit, ça va être compliqué de revenir en arrière. Donc il faut tenir compte de ça. Alors, ça existe depuis un certain temps, notamment chez les grands distributeurs, le fait d'avoir des comités de consommateurs qui viennent apporter leur vision, leur retour d'expérience. Mais effectivement, on a tous maintenant, je pense, et je te rejoins Thomas, pris en compte le fait que ça devient évident. Consommer mieux, consommer plus intelligent, consommer avec des produits moins loin, qui arrivent de moins loin, qui sont conçus avec des gens ici et pas avec des gamins qui sont en train de crever de faim à l'autre bout du monde. Enfin voilà, tous ces éléments-là, évidemment, sont rentrés dans les mœurs. Après, on peut pousser le débat beaucoup plus loin sur les aspects de coût, etc. Mais déjà, cette prise en compte a été faite et c'est plutôt une bonne chose. On a aussi un point qu'on occulte un petit peu, parce que là, on parle beaucoup de social, de sociétal, etc. Mais l'apport qu'a eu, ne serait-ce que sur les 10 dernières années, la technologie et le numérique, la digitalisation, si on prend le mot américain. On arrive à faire des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 10 ans en arrière, et qui nous permettent justement, de manière beaucoup plus simple, plus rapide, plus efficace, de pouvoir mettre en œuvre ça. Donc, servons-nous de ces outils, servons-nous de cette puissance de calcul, servons-nous de cette puissance technique pour pouvoir aller vers des choses qui soient le plus cohérentes possible. On va retrouver un petit peu un certain nombre d'éléments que vous avez cités tout à l'heure. Je vous ai dit en début de présentation qu'il fallait qu'on se questionne, il fallait qu'on fasse remonter les informations. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a pris en compte ces éléments, qu'on a défini qui sera le leader Massimo, j'allais dire, dans ce développement de projet, il faut organiser le travail qu'il y a à faire. Et là, il y a un élément qui est un passage obligé qui est important, qui est de prioriser les enjeux et de les partager avec l'ensemble des parties prenantes. On ne peut pas tout faire à la fois. Partir, vouloir tout révolutionner en même temps, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a besoin de nécessité de prioriser tout ça pour savoir un petit peu ce qu'on va faire d'abord et avec qui on va le faire. Et on va pouvoir avancer et pouvoir réaliser ce qu'on appelle, ce qui est généralement admis comme cartographier la priorisation de nos actions. Il y a des outils qui existent, très simples, pour pouvoir mettre ça en œuvre et le partager et embarquer tout le monde à bord. Et puis, on reboucle avec notre évolution du business model de tout à l'heure. On va forcément générer de la transformation, et en général, c'est de la formation plutôt en profondeur. Ce ne sont pas des aménagements à la marge. Il y a quelque chose qui se passe, fondamental, et qui doit être pris en compte. Et on va à la fois pouvoir travailler sur les aspects financiers, les aspects sociaux ou sociétaux, comme vous voulez, sociaux ou sociétaux, et environnementaux. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, on est dans les entreprises, toujours dans notre PME, et donc on a de l'argent à dépenser, j'allais dire, ou à investir pour pouvoir un peu travailler là-dessus. Donc, il faut être en capacité de mesurer ce que ça va impacter dans nos coûts et de les mettre au regard des risques que ça peut auxquels on peut être confronté si on ne prend pas en compte ces approches-là. Vous avez retenu sûrement tout à l'heure qu'on disait que le fait de travailler et de réfléchir à l'implémentation de la RSE, ça permet de faire du préventif plutôt que du curatif. Donc, c'est là qu'on le retrouve. Alors, l'étape suivante, c'est de devenir très opérationnel. On a bien noté qu'il fallait que les équipes se mettent dans l'action. Donc là, on a des objectifs de progrès qui doivent être transformés en actions concrètes. C'est ce que disait Thomas, l'exemple qu'il citait, le fait que
Il passait d'un cours de cuisine à un cours de cuisine et derrière une maraude qui permettait de faire partager ça à des plus démunis. La nécessité de pouvoir travailler sur du sur-mesure. On ne peut pas dupliquer une politique RSE d'une entreprise à l'autre. La méthode est bonne, il reste la même. En revanche, chaque cas est unique et chaque cas est différent. Il est important de pouvoir réfléchir global, donc d'avoir un peu une vision macro, de prendre un peu de hauteur pour savoir comment on se positionne dans son environnement. Mais après, il faut être aussi en capacité d'avoir une action qui soit très locale. La façon de pouvoir faire avancer une stratégie RSE, on a coutume de dire que ce qui se mesure s'améliore. La RSE ne fait pas exception. Mais là, il faut essayer de se focaliser sur un système de suivi de pilotage plutôt que sur un système de reporting. Faire du reporting, du déclaratif, c'est bien, mais une fois qu'on a fait le reporting, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'avoir un réel suivi et un pilotage avec des gens qui sont en charge de ça et de mesurer les écarts va permettre effectivement de vérifier qu'on avance bien dans le bon sens, de traiter les freins éventuellement ou de réajuster la vitesse de déploiement parce qu'on est allé un peu trop vite ou pas assez en fonction des situations. Et puis, je reboucle du coup avec Anne-Sophie aussi sur son approche qui est de dire qu'effectivement, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est une évolution continue, une évolution constante, hein, une stratégie des RSE. Et donc, cette évolution, elle remonte du terrain. Le terrain donne des idées, on en fait une stratégie, on en fait un plan opérationnel qu'on déploie par le terrain, et puis le terrain dit OK, on s'est trompé, ou non, c'est bon, ou là, il faut améliorer, ou là, on peut aller plus loin. Donc, c'est un peu ce cercle vertueux qu'il faut arriver à mettre en place. On arrive à quasiment notre dernière slide, et après, on pourra repasser sur des échanges et des questions-réponses. Alors, avec un clin d'œil un petit peu humoristique, j'ai résumé cette approche RSE en disant que on est bien sur une affaire de performance et de création de valeur durable, parce que c'est ça qui fait avancer le monde, beaucoup plus que des effets de communication et d'attractivité des jeunes générations qui sont plus sensibles à ce sujet. Alors, je l'ai dit de manière un peu humoristique, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un effet de mode, ça veut dire que plutôt que de moquer, ce qui est souvent le cas, les jeunes générations sur cette sensibilité ou extra-sensibilité qu'ils ont à tous ces sujets-là, servons-nous de cette approche, servons-nous de leur volonté, de leur énergie pour justement faire le lien avec ce que doit être une entreprise, comment elle vit et sa raison d'être. Et on ne le dira jamais assez, même si on a tendance à toujours taper un peu sur le patron. Le patron, c'est certes le patron, mais c'est aussi grâce à lui qu'il y a du boulot, c'est aussi grâce à lui qu'on crée de la richesse. Et la vocation d'une entreprise, c'est bien de développer de l'activité. Je ne vais pas mettre par opposition parce que ce n'est pas le terme, mais en complément des ONG, des organisations type associatives et autres qui viennent compléter ce que l'entreprise ne fait pas forcément. Donc, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète en tout cas. On a vraiment besoin d'avancer sur ces sujets-là. Donc, dépasser les effets d'annonce, dépasser les effets marketing, dépasser le greenwashing, rentrer dans l'action, c'est là que se passe la réalité des choses, c'est là qu'on peut avancer réellement. Je clôturerai en vous faisant ce petit résumé. J'ai repris ce schéma que vous avez aperçu au début. Vous avez 8 éléments qui pourraient faire dire que votre société est RSE, entre guillemets. On respecte l'environnement, on respecte les populations riveraines et les sites, paye ses impôts en France, traite bien ses salariés, favorise la diversité et bannit les discriminations, est ouvert au dialogue, favorise l'emploi local et est solide financièrement et pérenne. Et vous voyez que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on peut être très social dans son approche. Il n'empêche que si on veut continuer à l'être dans le temps, il faut qu'on soit financièrement pérenne. En résumé de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que je vous ai présenté, ce dont on a pu échanger, on a aujourd'hui, et je vous le redis et je le redirai régulièrement, on n'a pas encore de contraintes légales pour les entreprises qui sont inférieures à 100 millions d'euros de chiffre et 500 salariés, mais ça arrivera. Alors, est-ce que ça arrivera en 2024, en 2030, en 2050 ? Mais ça risque d'arriver. Et je pense probablement plus vite que ce qu'on imagine. Le fait de réfléchir à tous ces sujets-là est un réel vecteur de performance pour l'entreprise. Et ça a été établi. J'ai 2 chiffres à vous citer, je vais vous les expliquer, ce fameux -2 + 13. Sur les études qui ont été faites pour essayer de quantifier ça, alors c'est une moyenne évidemment, hein, et surtout certaines sont, les grands groupes ont un poids important dans ces calculs-là, mais il n'y a pas eu que les grands groupes.
On considère aujourd'hui que pour pouvoir travailler sereinement sur une stratégie, une politique RSE dans son entreprise, il faut y consacrer à peu près 2% de son chiffre annuel tous les ans. Je vous fais le calcul très simple. Si vous faites 1 million d'euros de chiffre annuellement, vous dépenserez, vous aurez à dépenser, et c'est à peu près ce que vous aurez à investir, 2% de cette somme tous les ans. Alors ouais, une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est pas neutre, c'est un montant qui peut être important. 1 million de chiffres, c'est pas énorme pour une boîte en fonction de comment elle travaille, quelle rentabilité elle a. Mais en face de ça, le constat qui a été fait, c'est qu'on arrivait à obtenir en moyenne une augmentation d'efficacité. Alors l'efficacité, ça traduit l'ensemble de l'entreprise, à la fois la partie chiffre, la partie rentabilité, etc., d'à peu près 13%. Donc on ne peut pas dire que ça fait 13-2, puisqu'on ne compare pas tout à fait les mêmes choses. Mais concrètement, le fait d'investir 2% de son chiffre tous les ans peut permettre d'améliorer significativement les performances et l'efficacité de son entreprise sur l'ensemble des 8 points que vous avez à gauche. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête. Considérez bien le fait de travailler de la RSE comme un investissement et pas comme une charge ou une dépense inutile. Il y a une réalité, hein, évidemment, sous couvert que vous ayez respecté les différents éléments qu'on a balayés ensemble, les histoires de leadership, etc., etc. Quand on rentre dans une démarche comme ça, et je pense que nos amis Anne-Sophie et Thomas pourraient en témoigner facilement, c'est une démarche qui devient extrêmement concrète et qui est très challengeante. On se remet en question très vite sur beaucoup de sujets. Ça peut être perturbant, mais c'est souvent pour le meilleur. On a reparlé de ça et je vous le remets ici, le leadership engagé et engageant. On est dans le cadre d'une démarche vertueuse, et vertueuse pour nous, vertueuse pour l'interne, mais vertueuse aussi avec et pour l'externe. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure en parlant effectivement des échanges qu'on a extra-entreprises. Des exemples ont été cités, je reviens à cette histoire d'investisseur qui n'ira pas regarder le dossier s'il n'y a pas un volet RSE qui est correctement traité aujourd'hui. Même si c'est légalement, ce n'est pas impactant, ça devient incontournable. Ce qui est intéressant et quelque chose qui nous touche beaucoup chez Adinvest, c'est qu'on est dans une économie de la collaboration, pas une économie de la concurrence. Et ça, c'est quand même très intéressant. On a toujours pensé que 1 + 1, ça pouvait faire 3 à condition de le faire intelligemment. Et puis, plus on avance et plus on a un alignement des planètes qui devient vraiment favorable à mettre ça en place. Donc, si j'étais un peu provoque, je dirais inutile d'attendre, il est temps de s'y mettre. Voilà, j'en ai terminé sur ces éléments-là. Je vous redonne la parole une dernière fois, Anne-Sophie, Thomas et Pascal, pour clôturer ça. Et puis, on va ensuite s'occuper de nos questions. Anne-Sophie, tu peux nous donner un petit mot de clôture? Ouais, ou de résumé, ou quelque chose que tu veux ajouter particulier? Ouais, un petit ajout sur le leader dont tu parlais tout à l'heure, la courageux, éthique, et je ne me souviens plus le troisième. Moi, j'aurais ajouté aussi exemplaire. Dans toutes les strates de l'entreprise, je pense que voilà, il faut que les leaders soient exemplaires et que du coup, ils s'appliquent aussi les contraintes ou les changements qu'ils demandent à l'entreprise. Après, en conclusion, voilà, moi je dis, une politique RSE, ça peut faire peur. On a l'impression parfois que c'est que l'apanage des grands groupes, etc. Mais finalement, c'est beaucoup de bon sens et ça peut aussi être une politique progressive, des petits pas progressifs. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Comme je suis d'accord avec toi, il ne faut pas attendre. Je pense que la réglementation oblige. Et en dernière conclusion, une petite illustration. Dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, les jeunes qu'on veut recruter, nous challengent énormément là-dessus. Sur notre politique d'inclusion des salariés, sur le bien-être des salariés dans l'entreprise, sur la façon dont on s'implique dans le territoire, dont on concerte avec les acteurs du territoire, sur notre politique achat responsable. On est beaucoup challengés. Et donc, je pense que c'est le cas aussi des petites et moyennes entreprises qui vont l'être. Donc, c'est un vrai facteur pour attirer les talents de demain que de pouvoir montrer que votre entreprise est engagée dans une vraie stratégie RSE. Thomas ? Bien joué, Anne-Sophie, c'était exactement ma petite ouverture de conclusion. Non, parce qu'en fait, la semaine dernière, on a recruté un nouveau responsable de production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un projet, ça passe en production derrière pour tout simplement produire l'événement. Donc, on a une salle de prod, on va faire nos iPads, le matériel, tout ça. Et cette personne, très concrètement, a un vrai talent. Et il nous a dit, lui, sa priorité, c'était pas le salaire, c'était vraiment le bien-être au travail, l'ambiance qu'il allait avoir. C'était une de ses priorités. Et on était content puisque c'est vraiment central. Oui, je pense qu'il faut…
il y a quelque chose, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans la RSE. Je suis d'accord, ça fait peur au départ, mais c'est passionnant, c'est challengeant et c'est extraordinairement beau, je trouve, en termes de valeur et de sens. Moi, j'ai un conseil, c'est prendre son temps aussi de le faire. Il ne faut surtout pas essayer de tout vouloir révolutionner très vite. Nous, on s'était dit, euh, des taureaux, Guillaume et moi, qu'on pourrait avoir cette norme en 3 mois si on s'y mettait à fond. Ben non, en fait, il faut prendre le temps, il faut tester, il faut parler, il faut échanger. Il faut vraiment prendre le temps de le mettre en place pour que ce soit le plus facile possible. En fait, on avait une seule volonté, c'était que la norme n'impacte pas le quotidien, que ça ne devienne pas une usine à gaz, en fait. Et donc, tout a été réfléchi pour faire en sorte que ce soit facile, cohérent avec, et encore une fois, qu'il y ait du sens. Je vous dis, on a par exemple décidé de peser chacun des déchets qu'on fait en termes de tri par rapport à nos déchets environnementaux. Au lieu de se dire, bon, on pèse, on écrit, on a un tableau, etc. Non, on a commencé à mettre des QR codes de partout. Donc, on a juste à flasher, envoyer une info, tout devient facile. Pareil sur nos événements, on répond à des forms qui envoient directement nos données. Enfin, on a essayé de rendre les choses faciles et ça a été par pas mal de temps de réflexion et être le plus posé possible. Il faut prendre son temps pour se lancer. Si ce doit être 1 an, 2 ans, il faut prendre le temps. Et nos PME ont le temps encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de contraintes légales, je le répète. Exactement. J'insiste un peu là-dessus, mais voilà, c'est le moment de le faire, quoi. Et c'est quelqu'un de très impatient qui vous dit ça. Oui, te connaissant, Thomas, oui, ça doit être dur pour toi impatient. de prendre le temps. Mais je l'ai pris. Pascal, un mot de conclusion ou de complément? Oui, c'est un peu les deux. Ça me fait rebondir sur vos deux réactions à l'instant et aussi sur une des conclusions en fait du groupe dans lequel j'avais travaillé, donc qui a remis un rapport à l'Union européenne sur un des points de difficulté et qui reboucle avec ce qui vient d'être dit. Le point majeur dans toutes les entreprises européennes qui ont été touchées pendant cette phase pilote pour la mise en place de ce rapport intégré, donc d'une démarche RSE formalisée, toutes se sont retrouvées, comment dire, avec le point dur qui est la matérialité. Alors, quand je vous dis ce terme-là, qu'est-ce qu'on va appeler la matérialité? C'est en fait, c'est quelque chose de tangible. C'est comment je la mesure, comment je mesure mes progrès, parce qu'il y a les actions sur lesquelles je fais, et comme disait Nicolas, ou comme le disait Thomas à l'instant, c'est une action au long cours. Donc, il faut que je puisse la mesurer, je mesure ma progression et j'avance. Et il est important, pour revenir sur ce que disait Thomas, c'est pas de chercher à aller partout, c'est qu'il faut aller sur des choses que l'on peut mesurer, là où on peut mesurer ses progrès. Parce que dès que l'on voit que l'on avance, on devient vertueux, on est content de soi et on gagne, on gagne en aisance et en volonté de progresser. Si on essaie de faire des actions à droite, à gauche, mais qui ne sont pas matérialisées, qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas tangibilisées, au bout d'un certain nombre de temps, on se fatigue et c'est désordonné pour les acteurs extérieurs. Donc, matérialiser ces actions, peut-être pas en faire 50 au début, mais les matérialiser, les choisir et puis les mettre en œuvre d'une manière raisonnable sur le long cours. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai tiré de tout ça, exactement comme Thomas le soulevait, c'est-à-dire que je pensais que, voilà, on pouvait se dire, allez, on se fixe un cadre, on interviewe les parties prenantes, en 2 mois, 3 mois, on a fixé le cadre et en 12 mois, on a déployé. Ben non, peut-être se dire que ça prendra 3 ans, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, c'est un chemin au long cours, c'est un axe de progrès. Et c'est vrai que quand on prend, par exemple, sur le rapport intégré, un élément de définition. Alors, je vous l'ai dit de mémoire parce que j'ai les mots-clés dans la bouche, mais je ne me souviens plus exactement de la phrase. Mais ça parle de matérialité, de performance d'entreprise, tout ça avec une notion de sustainability, donc comment dire en français, de durabilité, à la fois sur les actions court terme, moyen terme et long terme de la valeur de l'entreprise. Donc, ça dit bien un certain nombre de choses. Il faut que ce soit concret, il faut que ce soit lié à la performance, que ce soit lié à du court terme, du moyen terme, du long terme, et que tout ça, ça aille dans une logique de construction de valeur. Donc, c'est vraiment quelque chose de fond à mettre en œuvre qui fait un peu un mouvement intérieur assez significatif. Donc, long cours et les notions que disait tout à l'heure Nicolas sur 2%, les gens qui mettent 2%,
c'est déjà des gens qui sont dans une démarche très engagée et qui vont mettre en place la 26 000 complètement, comme Nicolas parlait. C'est une moyenne essentiellement basée sur les actions de grands groupes. Hein. Voilà, donc c'est la mise en place de la 26 000. C'est-à-dire que pour une PME, le début d'enclenchement de ce genre de choses, ça peut être beaucoup plus light et beaucoup plus lent, le temps de disséminer tout ça au sein de la structure et de bien prendre conscience de la création de valeur que ça génère et dans la réflexion du métier sur le moyen et sur le long terme. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci à tous les trois pour ces infos. On a finalement assez peu de questions. Alors, soit j'étais très clair, soit elles viendront plus tard. Carla, si tu veux bien nous reprendre là où les questions qui ont été posées, vas-y, je t'en prie. Ah oui, pardon. Il faut que je coupe mon micro pour qu'on n'ait pas d'effet Larsen. Vas-y. Alors, c'est une question d'Alexandre Belli. Je vais le faire. Ouais. Vas-y, tu peux y aller sans le micro. Okay. À côté. Qui nous demande, bonjour, sur quel référentiel se basent les engagements RSE de EDF? Donc, je pense que c'est pour Anne-Sophie la question. Oui, alors évidemment, on a regardé à la norme ISO 26000. On a aussi fait un travail un peu plus récent sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Vous savez qu'il y a, si je ne me trompe pas, 17 ODD. Et en fait, on a fait un travail pour voir, avec d'autres acteurs du monde de l'électricité, pour voir quels ODD étaient très bien applicables au secteur électrique. On en a trouvé 9 sur les 17. Et donc, notre dernier rapport impact, parce que maintenant on est passé de RSE à impact, notre dernier rapport impact explique comment ces 9 objectifs de développement durable sont déclinés dans nos engagements RSE. Merci. Y a-t-il, alors pas écrite ou peut-être plus spontané, d'autres questions avant qu'on clôture cette matinée parmi les participants qui sont encore avec nous? A priori, non. Christian, j'ai une question pour toi. Donc J'espère que j'ai la réponse. Ouais, je pense que tu l'auras. Je t'ai, alors pas contraint et forcé, mais je t'ai embarqué un petit peu dans cette histoire de RSE. Tu sais, quand on en a commencé à en parler, pour toi, c'était un peu obscur. Et j'aimerais bien avoir ton retour à chaud un petit peu sur ce que tu as entendu, ce que tu as retenu ou compris avec de ta position aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu évoquer ensemble. Alors écoute, ta question est très intéressante et je vais essayer d'y répondre. Et je te remercie. Je t'en prie. C'est vrai, quand on avait commencé à discuter tous les deux, tu m'as dit, bon, ben ça c'est intéressant de voir comment nos adhérents doivent se positionner pour la RSE qui n'est aujourd'hui pas obligatoire, on va prendre le temps, etc., etc. Tout ce qui a été dit dans ce webinaire, je ne vais pas revenir dessus. J'étais un petit peu dubitatif parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout et je faisais un peu la même démarche par rapport à d'autres choses qui sont aujourd'hui obligatoires ou qui vont le devenir, c'est la cybersécurité. Et je t'avais dit, j'ai peur quelque part qu'il n'y ait pas beaucoup de répondants par rapport à ce webinaire parce que les gens ne se sentent pas aujourd'hui obligés de se structurer pour pouvoir répondre à des obligations qui vont peut-être avoir lieu demain et encore aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Je me disais, il y a plein de tendances qui existent. Regarde tout ce qu'il y a sur la COP X, la COP Y, tout ce qui sort comme document. Je me dis, bon, bah, écoute, on va faire le webinaire et puis on verra bien ce que ça va donner. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par l'ensemble des interventions que j'ai pu voir avec Anne-Sophie et puis Thomas. Je vous en remercie d'ailleurs. J'ai compris en fait que ce n'était pas si compliqué que ça, que ce n'était pas une usine à gaz et qu'il fallait avoir du bon sens derrière. Et que le bon sens, c'était aujourd'hui qu'il fallait l'avoir. Il ne fallait pas, comme tu disais, mettre la charrue avant le bœuf et puis se lancer dans une démarche absolument démentielle pour pouvoir répondre à une obligation qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, on a le temps aujourd'hui. J'espère que nos adhérents du Polmer, dont on va rediffuser aussi ce webinaire, si on peut, ont déjà ceux qui sont connectés, comprennent que le temps, faut le prendre aujourd'hui pour pouvoir répondre aux obligations de demain. Faut avoir en tête aussi, tu disais que les jeunes aujourd'hui, on le disait, sont très sensibles au RSE. Je le vois avec mes filles qui me cassent les pieds quand je jette une bouteille de plastique dans la poubelle. Elles me disent, c'est pas la bonne poubelle. Je dis, oui, t'es gentil, mais bon, t'as raison, en fait, t'as raison. Et c'est une mentalité qu'il faut mettre en place, qu'il faut évoluer.
Et c'est par des accompagnements positifs qu'il faut y aller et pas par des contraintes. C'est ce que je lui dis. C'est pas en me disant que je ne suis pas gentil, c'est me dire, bah, papa, regarde, la poubelle est à côté de toi, quoi, fais un effort. J'exagère un peu en disant ça. Et quand je faisais le point avec la cybersécurité, aujourd'hui, on a quand même donc, des obligations qui vont tomber l'année prochaine sur beaucoup de sociétés qui ne sont pas cybersécurisées et qui n'auront pas le droit, que l'autorisation de candidater à des appels d'offres de grands donneurs d'ordre français. Je parle de la DGA, par exemple, qui aujourd'hui a annoncé que demain, ceux qui ne sont pas cybersécurisés ne pourront plus prétendre. Et voilà, on essaie de motiver les gens. Pour la cybersécurité, certains sont partis en retard et malheureusement, ils ne pourront pas prétendre à avoir des contrats. Aujourd'hui, on a la chance d'être un peu en avance sur la RSE, ce que tu m'as expliqué, Nicolas, ce que j'ai entendu. Donc, prenons le temps aujourd'hui de se positionner correctement et de faire les choses proprement pour que quand la législation sera en place, les sociétés seront en capacité de répondre aux enjeux. Voilà, donc c'est mon sentiment. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est intéressant. Et moi, je te remercie, Nicolas, et puis Thomas, et puis Anne-Sophie, d'avoir bien voulu participer, d'une part organiser et participer à ce webinaire dans leur témoignage. Donc là, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont adhérents du pôle à revenir vers nous ou à aller vers Nicolas Stockel pour aller dans cette démarche et continuer ces engagements. Merci beaucoup, Christian. Écoute, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour toi personnellement et je suis très content de l'avoir atteint. Bon, trêve de plaisanterie, je vous remercie. Donc, effectivement, tous les trois, puis Pascal ici avec nous, d'avoir partagé tous ces éléments-là. Merci à ceux qui ont le courage de rester jusqu'au bout. Je sais que c'est toujours des impressions un petit peu longues, mais le sujet est dense. Le sujet est important. Merci pour vos remerciements. Je les vois arriver sur le chat au fur et à mesure. On va pouvoir en terminer. Je vous souhaite une excellente journée. Effectivement, toute l'équipe AdInvest reste à votre disposition si vous souhaitez avancer sur ces sujets-là. Donc, contactez-nous directement ou par l'intermédiaire de Christian, il n'y a pas de problème. On sera ravis de pouvoir commencer à échanger avec vous sur tout ça. Merci à tous. Bonne journée, bon après-midi et bonne semaine. À très bientôt, j'espère. Merci à tous. Merci. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci, au revoir.